Merci à tous d'être toujours présents pour cet après-midi. Donc, on va continuer cette journée avec une table ronde sur la décision publique locale. Donc, effectivement, on est parti du constat que la démocratie locale est aujourd'hui au cœur des débats. Et même si l'idéal démocratique reste un pilier fondamental dans notre société, on est forcé de constater qu'il y a quand même un désenchantement croissant à l'égard de la vie politique de la part des citoyens. Qui est notamment illustré par les taux d'abstention importants aux différentes élections, qui illustrent donc ce désintérêt progressif des citoyens pour les processus démocratiques qui pourtant sont censés les concerner au plus près. Et donc ce déficit démocratique prend plusieurs formes. Tout d'abord, une crise de la représentation. Les citoyens ne se sentent plus forcément écoutés ou représentés par les élus. Aussi une méconnaissance ou une complexité en tout cas perçue des institutions locales, avec notamment le problème de l'empilement des niveaux de gouvernance qui peut rendre complexe la compréhension du fonctionnement des institutions, et également une défiance croissante envers les gouvernants et les décisions publiques. Et donc, face à ce constat, on s'est dit qu'il était très intéressant de réinterroger les modes de décision publique, notamment au niveau local. La démocratie participative locale est souvent présentée comme une réponse possible à ce déficit démocratique. Et donc, la présente table ronde a pour objectif d'ouvrir la réflexion sur les leviers dont disposent les collectivités territoriales pour revitaliser le débat démocratique et renforcer la participation citoyenne. Pour cela, on a le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Donc, Monsieur Benoît Lemot, qui est maître de conférence à Rennes 1, Madame Sonia Paty, qui est professeure d'économie à Lyon 2, et Monsieur Dominique Chuffard, qui est encore présidente du Conseil d'orientation et de développement de la ville de Rennes, donc le CODEV, et qui pourra nous expliquer un peu en quoi consiste cette instance. Donc on va commencer par une petite présentation par Monsieur Benoît Lemot et Madame Sonia Paty de leurs travaux et quel est le lien de leurs travaux avec le sujet de cette table ronde. Et ensuite, on passera à une discussion collective sur le sujet de la décision publique locale avec nos 3 intervenants. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie ici de parler devant vous de démocratie participative, de décision publique locale. Donc moi, je suis donc professeure d'économie à l'université de Lyon 2. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont en partie les résultats d'un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale de recherche en France. C'est un projet qui s'intitule Citizens, donc c'est un projet de recherche de 3 ans qui réunit en fait des économistes et des informaticiens. Donc c'est un projet auquel participe Benoît Lemot, également présent cet après-midi. Alors juste pour vous présenter rapidement l'objectif, les motivations de ce travail de recherche, c'est c'est ce que vous avez présenté tout à l'heure, face à la montée de l'abstention depuis plusieurs décennies. Notre ambition en tant qu'économiste et informaticien, c'était d'étudier les déterminants de l'implication des citoyens dans la décision publique locale et puis comment aider à l'améliorer. Comment réenchanter en fait la démocratie. C'était vraiment ça notre ambition. Donc on s'est posé un certain nombre de questions. On a 3 volets de recherche dans ce projet ANR. Tout d'abord, la première question qu'on s'est posée et à laquelle va en partie répondre Benoît tout à l'heure, c'est quel impact de la décentralisation sur la participation électorale. Il s'agit ici d'évaluer en fait l'impact des différentes formes de la décentralisation, quel est l'impact de l'intercommunalité, quels sont les impacts des différentes modalités de gouvernance locale sur la participation électorale, comment on peut faire pour rapprocher les citoyens et les élus au niveau local. Ça, c'est la premier type de questionnement. Deuxième type de questionnement auquel répondent d'autres collègues qui sont situés toujours dans le projet, mais dans d'autres universités, c'est quel système électoral favorise ou porte atteinte
à la perception entre les électeurs d'une part et les élus locaux d'autre part. Donc, je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous montrer des expériences de vote qui montrent que selon la méthode de scrutin que l'on mobilise, eh bien, on n'aurait pas forcément les mêmes résultats électoraux. Et puis je vais vous montrer aussi tout à l'heure un questionnaire qui permet d'appréhender les préférences des citoyens selon les différents modes de scrutin. Et puis troisième questionnement, quelle modalité de participation permet d'améliorer l'implication des citoyens? Donc voilà grossièrement les 3 questions que nous nous posons dans ce projet de recherche. Alors, quelle est la méthodologie? Donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais en fait, comme je vous le disais, c'est une équipe un peu pluridisciplinaire, puisque nous sommes des économistes et des informaticiens, qui combinent des approches différentes. Donc une approche économétrique, donc avec Benoît et moi, on est plutôt économètres, mais on a aussi des collègues qui travaillent sur la théorie du choix social, donc qui utilisent des axiomes, donc on parle d'approche axiomatique, et puis on a des collègues informaticiens dont je parlais tout à l'heure et qui vont utiliser des approches algorithmiques. On va aussi utiliser l'économie expérimentale, qui est une des spécialités de nos 2 laboratoires, le CREM et le GAT, où on va réaliser des expériences soit in situ, donc vraiment sur place, soit en laboratoire. Et donc notre idée, c'était vraiment de contribuer au champ de recherche sur le comportement des électeurs. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus de précision, on a un site internet qui rapporte toutes ces questions dont je viens de parler, toutes les publications, et puis tous les efforts de dissémination que nous faisons, parce que nous souhaitons également discuter avec le grand public, essayer de faire connaître nos résultats avec les différents acteurs publics locaux. Ce que je voulais vous montrer maintenant, si j'ai un petit peu de temps, je voulais vous montrer des expériences de vote que l'on réalise. Alors ces expériences de vote existent depuis un certain nombre d'années, sont des expériences de vote qui sont menées par un certain nombre de collègues, dont certains sont dans le projet ANR, mais pas tous. Donc ce sont des projets d'expérience qui sont menés par des collègues de Strasbourg, des collègues de Caen, des collègues de Rennes, des collègues de Saint-Étienne et de Lyon. Et l'idée, c'est vraiment de comparer les propriétés et les défauts de chaque mode de scrutin en réalisant donc des expériences in situ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reproduire en fait des simulations de vote lors des élections. Alors ici, je vais vous présenter les résultats des élections présidentielles. Et on va demander aux électeurs, vous allez participer à une expérience de vote. On va vous demander de tester d'autres méthodes de scrutin que celle qui est officielle, le vote uninominal à 2 tours. Et on va essayer de voir, à l'issue de cette expérience, si les résultats des élections sont les mêmes, si on modifie les méthodes de scrutin. Donc vraiment, notre idée, c'est d'essayer de montrer, qu'est-ce que ça change si on modifie les méthodes de scrutin. Notre ambition, c'est évidemment de participer au débat public que l'on entend ces dernières décennies. Il y a moins de participation électorale. Comment on fait pour réenchanter cette vie démocratique? Comment on fait pour à nouveau essayer de faire en sorte que les citoyens se mobilisent lors des élections? Alors, les collègues de cette expérience Voter autrement, ils ont mené ces expériences lors du premier tour de chaque élection présidentielle, 2007, 2012, 2017, 2022. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt les résultats de 2012 et un petit peu 2007 et un petit peu 2022, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, si ça vous intéresse à nouveau, tout est en ligne sur les différents sites qui sont ici. Alors, juste pour vous montrer, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. On a des bureaux de vote officiels, que vous connaissez tous, et puis à côté des bureaux de vote officiels, on a installé des bureaux de vote expérimentaux. Donc là, vous voyez ici un petit exemple, le bureau de vote expérimental qui a été installé à côté du bureau de vote officiel dans la ville de Saint-Étienne. Et donc là, vous voyez l'ensemble des sites qui ont participé à ces expériences de vote, donc comme je le disais, en Normandie, dans l'est de la France et à Saint-Étienne. Donc là, vous voyez une représentation de ce qui se passe quand on vote de manière officielle. Vous avez la table avec les bulletins et vous avez peut-être tous appréhendé déjà la règle uninominale à 2 tours. Au premier tour, vous votez pour le ou la candidate préférée et puis au second tour, vous votez pour à nouveau
le ou la candidate préférée parmi les deux restants, s'il y a un deuxième tour. Donc là, vous avez une table standard. Et puis là, vous avez un document qu'on a diffusé à l'ensemble de nos participants aux élections, aux expériences. Donc on leur explique de manière claire qu'ils vont participer à une expérience électorale, que l'expérience a été menée en accord avec la municipalité, par exemple ici Saint-Étienne, avec l'université de Saint-Étienne, avec le CNRS, etc. Donc là, vous voyez un exemple de bulletin expérimental où, en 2007, où ici, il s'agissait de tester deux autres méthodes de vote, le vote par approbation et le vote par note. Donc, nos cobayes, les électeurs, ont pu exprimer ici leur vote autrement que via un scrutin uninominal à deux tours. Donc ici, vous voyez que la personne a coché deux candidats. Elle aurait pu en cocher 3, 0, elle aurait pu en cocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle aurait pu cocher l'ensemble des candidats, d'accord ? Il n'y a aucune obligation par le vote par approbation. On vote soit pour un candidat, soit on vote pour l'ensemble des candidats, soit pour aucun. Ensuite, il y a un deuxième bulletin de vote, c'est le vote par note, où là, on attribue une note, ça peut être 0, 1, 2, ça peut être de 0 à 20, ça peut être de 0 à 10, donc voilà, c'est variable selon les notes que l'on souhaite attribuer. Et puis, il y avait un petit questionnaire ensuite pour un petit peu mieux connaître la personne qui a voté. Évidemment, ça reste anonyme, on n'a pas le nom des électeurs, mais ça permettait, pour nous qui faisons un petit peu de statistiques, de voir quel était le profil de la personne, sa catégorie socio-professionnelle, etc. Et puis surtout, on voulait avoir des commentaires sur la facilité ou pas à appréhender ces nouvelles règles de vote. Donc vous voyez qu'il y a un petit espace libre qui a été laissé à la personne pour s'exprimer sur la règle de vote. Alors là, vous voyez un bulletin expérimental, donc vote par approbation, soit c'est oui, soit c'est non. On somme ensuite le nombre de oui, c'est le nombre de croix, et puis ensuite on divise par le nombre de votants. Alors, il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites de manière différente sur différents sites. Soit c'était de 0 à 2, soit c'était moins 1, 0, 1, soit c'était de 0 à 20, etc. Ça restait un vote par note. Donc là, vous voyez les résultats. En 2012, j'ai dit 2007, pardon, tout à l'heure. Donc les résultats sur ce site de la terrasse. Et vous voyez que le candidat qui a remporté les suffrages était le même, que ce soit par le vote par approbation, le vote par note ou le vote officiel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer ici. Donc, cette expérience de vote votée autrement, elle a été menée à partir de 2007. Et là, vous voyez que les résultats de ces expériences n'ont pas donné le gagnant officiel du premier tour ici, puisque le gagnant officiel du premier tour, c'était Nicolas Sarkozy, selon le scrutin uninominal à deux tours. Et ici, selon les expériences du vote, du scrutin du vote par approbation ou du vote par note, c'était François Bayrou qui gagnait le premier tour le premier tour de l'élection présidentielle. Donc ça a donné lieu à des petits commentaires dans la presse sur le fait que, selon évidemment le mode de scrutin qui est utilisé, le résultat des élections n'est pas forcément le même. Alors, juste pour vous montrer rapidement les résultats de 2022, les dernières élections présidentielles. Donc là aussi, selon la méthode de vote, alors depuis le début de l'expérience, vous voyez que nos collègues ont testé plusieurs modes de scrutin. Donc on a les résultats officiels ici tout en haut. Donc vous voyez que c'est Emmanuel Macron qui est arrivé premier, selon le résultat officiel du vote uninominal à deux tours, du scrutin uninominal à deux tours, pardon. Le vote par élimination, c'était toujours Emmanuel Macron. Le vote par élimination successive, la méthode de Copland, qui est une autre méthode de vote dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui est une méthode également différente. Le vote par note, le premier, le gagnant de la méthode de scrutin du vote par note, c'était Yannick Jadot. Et le gagnant de la méthode de Borda, que vous connaissez peut-être, c'était
Jean-Luc Mélenchon. Donc la méthode de Borda, c'est quand on attribue une note à chaque candidat. Donc vous voyez qu'en fait, cette expérience, elle montre bien que, à nouveau, selon la méthode de scrutin qui est utilisée, le ou la gagnante peut être différent. Alors, ce qu'on a demandé aux participants, c'est comment ils appréhendent ces différentes méthodes de scrutin. Est-ce que, par exemple, ils sont plutôt favorables? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la méthode par approbation? Est-ce qu'ils la trouvent simple ou est-ce qu'ils trouvent que ça répond à leurs demandes? Donc, ils avaient mené des enquêtes de satisfaction et vous voyez que la méthode qui recueille la satisfaction la plus forte, c'est la méthode par approbation. Et en revanche, celle dont la satisfaction est la plus faible, c'est la méthode actuelle, c'est le vote uninominal à 2 tours. Voilà pour cette expérience de vote. Je vais peut-être te laisser la parole, Benoît, et puis je parlerai ensuite de l'intercommunalité. Ça sera peut-être parce que tu vas rester sur des... Donc, j'en parlerai après. Tout fonctionne. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord je voulais remercier l'ENS pour l'invitation à cette table ronde. Et donc moi je m'appelle Benoît Lemot, je suis enseignant chercheur à la faculté des sciences économiques de l'université de Rennes, donc nous sommes voisins et partenaires. Moi je vais vous parler de mes travaux de recherche. Alors avant je vais quand même vous montrer un graphique qui est issu des travaux d'une doctorante qui est sous ma direction et sous la direction de Sonia Paty également, donc Pauline Mille. Et sur ce graphique, on voit l'évolution donc, du taux d'abstention, ici, là, en fonction du temps en France. Et qu'est-ce que l'on voit? En fait, on voit que le taux d'abstention, ça contredit un petit peu ce qu'on a observé tout à l'heure avec les travaux de Sonia Paty, finalement, parce que les gens n'aiment peut-être pas forcément le mode de scrutin, mais finalement, c'est là où on a le moins d'abstention. C'est la courbe en noir, ici, là, que vous voyez. Et puis après vient la courbe que vous voyez ici, la deuxième, quand on regarde à partir des années 90, ce sont les élections municipales. Alors il faut faire attention parce que en 2020, donc il y a un petit choc. Et puis après, les autres courbes, c'est celles qui sont les plus hautes. Vous vous retrouvez avec tout en haut, là, ce sont les européennes. Vous avez ensuite la courbe qui suit, ce sont les régionales et puis les départementales notamment. Alors on voit une petite tendance, mais on va rester optimiste parce que cette tendance à la hausse, elle n'est pas si flagrante que cela. Alors c'est quand même une tendance qu'on observe dans les différents pays du monde, donc on reste optimiste mais on reste quand même méfiant. Et en fait, je voulais vous montrer que cette question de l'abstention électorale, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ça, c'est une figure qui est issue des travaux de Pauline Mille, donc notre doctorante, qui retrace un peu toute la littérature sur cette question. Donc tous les travaux qui ont été menés à la fois au niveau national et international, et qui se posent la question des déterminants de l'abstention. Et en fait, il y en a plusieurs. C'est pour vous montrer à quel point ce n'est pas si simple. Il y a déjà dans un premier temps la taille de la population. On voit qu'on va plus voter dans les petites villes que dans les grandes villes. On voit que les caractéristiques institutionnelles, ici, ça va jouer un rôle, notamment est-ce qu'on s'intéresse à un niveau décentralisé ou plutôt centralisé? Est-ce que derrière, il y a des élections en même temps est-ce qu'on vote à 2 élections en même temps ou pas? Et puis, quels sont les enjeux? Est-ce qu'on va voter pour un niveau de gouvernement qui a de fortes compétences ou non? Et puis, il y a tout ce qui touche au mode de scrutin, aux caractéristiques politiques que vous avez là. Donc, la règle de vote, ça va impacter le nombre de candidats. Est-ce qu'il y a des dépenses de campagne? Et puis, est-ce qu'on vit dans une vraie démocratie aussi? Parce que ça va jouer, bien évidemment, sur la concurrence politique. Et puis, est-ce que les élections, ce sont des élections qui sont, on va dire, compétitives ou pas? Parce que là, il y a un enjeu, on va aller plutôt voter si on peut changer la donne, alors que si
les sondages donnent 90% gagnant un candidat, on va peut-être aller moins voter. Et puis à côté de cela, il y a tous les caractéristiques socio-démographiques, ce qui touche à l'individu. Donc l'âge, le genre, le revenu par exemple, le niveau d'éducation. Et puis on peut mettre là-dedans aussi les coûts directs là, qui apparaissent ici, le coût de transport, il faut aller aux urnes, coût d'opportunité, est-ce que j'ai pas mieux à faire, et même le climat, parce que s'il fait beau comme aujourd'hui, voilà. Hein. Alors, tout ça vous montre que cette question de démocratie représentative, c'est quelque chose de très complexe. Alors moi, mes travaux, actuellement, ils s'intéressent à une autre question, c'est la taille de l'Assemblée. Est-ce que ça va jouer un rôle sur la démocratie, puis sur l'abstention aussi? En gros, est-ce que le nombre d'élus a un impact ou pas? Alors, c'est un débat qui a émergé notamment dans les élections présidentielles de 2017. Certains, dans leur programme politique, voulaient réduire le nombre de parlementaires. C'est quelque chose qui a émergé dans les revendications des Gilets jaunes également, réduire le nombre de parlementaires. Et en fait, le débat, il n'est pas simple, là non plus, et c'est un débat qui est bien connu, moi, dans mon domaine, qui est l'économie publique de manière générale. C'est qu'il y a un arbitrage d'un côté en termes de représentation, parce qu'il va falloir que la décision collective, la décision publique, elle représente l'ensemble des préférences des citoyens, et c'est pas simple. Quand je présente un cours d'économie publique, en général, je commence avec l'idée, imaginez, vous avez une réunion avec 4 collègues, déjà se mettre d'accord à 4, c'est pas simple. Vous devez organiser un mariage avec 300 personnes, c'est pas simple. Là, on va parler de villes de 10 000 habitants, 300 000 hein, parfois. C'est pas simple, c'est encore moins simple. Alors comment on fait pour résoudre ce problème-là? On fonctionne avec une démocratie représentative, c'est-à-dire que on va pas tous essayer de se mettre d'accord, on va mettre un certain nombre d'élus au pouvoir qui vont prendre les décisions à notre place. Mais la question qui se pose, et c'est là-dessus que je travaille actuellement, c'est combien d'élus? Et donc il y a un arbitrage entre représentation des citoyens d'un côté, parce qu'on peut imaginer mettre tous les citoyens dans l'Assemblée, ça s'appelle la démocratie directe. C'est différent de la démocratie participative. Et puis de l'autre côté, le problème, c'est que c'est des coûts hein, pour le citoyen qui va devoir aller voter peut-être avec un carton, comme ça se fait dans les cantons en Suisse. Puis ça a un coût pour se coordonner, etc. Et donc il va falloir viser un juste milieu parce qu'on n'a pas forcément envie d'être représenté que par une seule personne. Alors, les travaux sur cette question, alors ils datent d'Aristote, Platon, etc. Je dirais que la formalisation la plus récente, hein, parce qu'on reste des économistes, on aime bien formaliser les choses, c'est un papier de Taeg et Pera en 1972, donc qui modélise cette question, là, cet arbitrage là, que vous voyez là, avec le dessin. Il modélise cette question avec une méthodologie de réseau. Donc il va regarder, en fait, l'idée dans son papier, c'est de se dire, un élu, il doit interagir avec les citoyens, mais il doit interagir aussi avec les autres élus. Et donc ça fait qu'il y a des connexions en matière de réseau, comme ça, qui se font. Et il cherche à minimiser ce nombre de canaux de communication, parce qu'il faut que ce soit efficace. Et à la fin, il met ça dans la machine, il résout le modèle, et ça vous fait, on retrouve cet arbitrage entre coût de la décision, c'est-à-dire les canaux de communication entre les élus eux-mêmes, et puis le fait de pouvoir dialoguer avec les citoyens. Et donc, il trouve une loi, c'est la loi de la racine cubique que je vous présente parce que je trouve ça assez intéressant. Il dit que le nombre d'élus optimal, ça devrait être la population, ici c'est cette équation-là, à la puissance 1 tiers. Donc loi de la racine cubique. Si vous avez 1000 habitants, ça fait 10 élus par exemple. Alors, est-ce que ça marche? Je vous montrerai un graphique après. Alors, c'est quoi la raison pourquoi ce 1 tiers? En fait, c'est une fonction qui est concave. Concave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va augmenter, mais un peu moins à la marge au bout d'un moment. Et en fait, c'est ce qu'on observe. Hein. Au bout d'un moment, si vous avez une population qui est très large, vous n'allez pas augmenter ad vitam aeternam le nombre d'élus qui vont représenter les citoyens, parce qu'en termes de coût de la décision, ça va être astronomique. Et donc, c'est une fonction qui est concave. Et au contraire, pour un pays de petite taille, on va être un peu mieux représenté. C'est ce qu'on observe en fait dans les données, je vais vous montrer ça après. Alors, avec Sonia, nous, on a eu une autre idée, parce que cette loi de la racine cubique, elle s'applique principalement au Parlement. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de voir si ça s'applique à un niveau de gouvernement décentralisé.
Et donc, je ne vous fais pas la démonstration mathématique, on a remis ça dans la machine, on a optimisé, et on se retrouve avec un nombre d'élus qui est la population puissance 1 tiers fois le nombre de municipalités puissance 2 tiers. Et on voit qu'en fait, quand vous mettez, ça c'est le nombre d'élus total au niveau de la France, je vais vous montrer des chiffres. Donc, en gros, c'est la question combien on doit avoir d'élus locaux en France. Eh bien, quand vous remplacez ici par le nombre de municipalités et puis par la population française, vous allez trouver un nombre. Voilà, vous allez voir qu'on ne se trompe pas trop. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que le nombre de municipalités va jouer un rôle déterminant sur le nombre d'élus. Alors maintenant, parce que j'aime bien montrer quand même des graphiques, ça, c'est issu d'un travail publié en 2023 dans European Journal of Political Economy. Donc, c'est la loi de la racine cubique qu'on a essayé d'estimer, celle de Taguepera, là, pour voir si elle fonctionnait déjà. Est-ce que dans la vraie vie, est-ce qu'on est proche de cette loi ou pas? Et alors, attention, parce que je vous ai dit que c'était une fonction concave. Ici, c'est une échelle logarithmique. Donc, on s'attend à ce qu'on retrouve une ligne. Et cette ligne, la pente de cette ligne, ça va nous donner une élasticité. Cette élasticité, on est censé trouver un tiers. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, la loi de la racine cubique. Bah, en fait, dans la vraie vie, on trouve 0,42. Donc, ce n'est pas 0,33, c'est 0,42. Ça ne marche pas trop mal, en fait, Taguepera. Et il ne s'est pas trop loupé sur cette question-là. Et on voit, il y a des gens, enfin, il y a des pays, pardon, qui sont mieux représentés que d'autres, quand ceux qui sont sur la ligne, et puis d'autres qui sont surreprésentés. Je vous donne l'exemple uniquement de la Chine, avec 3000 parlementaires. Donc, ils sont là. Mais grosso modo, ça marche plutôt pas mal. Et maintenant, je vous montre des chiffres sur les municipalités françaises, parce que ça amène à des réflexions assez intéressantes. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de mener avec Sonia. Donc en France, vous avez une population de 67 millions d'habitants pour les données de 2022, ici. Le nombre de municipalités, c'est plus de 34 000. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est une spécificité française. On a autant de communes qu'aux États-Unis. Et bien, vous allez voir, rappelez-vous la formule que j'évoquais tout à l'heure, la loi des 2 tiers. Si vous mettez ça dans ma formule, le nombre d'élus locaux, il va exploser. Et bien, effectivement, il explose parce qu'il y a 500 000, plus de 500 000 élus locaux pour nous représenter donc aux élections municipales au niveau de la France. Alors, la loi des 2 tiers qu'on a inventée avec Sonia, on est à 434 000, on est un petit peu en dessous, mais on sait l'expliquer. En fait, ce qui se passe en France, comment ça se fait qu'on retrouve ce chiffre-là? En France, il y a une formule qui détermine légalement le nombre de conseillers municipaux en fonction de tranches de population. Et il se trouve que cette formule, chose extraordinaire que n'avait peut-être pas anticipé Taguepera à l'époque, cette formule, elle suit la loi de la racine cubique quasiment. Donc en fait, elle est un petit peu plus au-dessus, c'est pour ça qu'on, avec la loi des 2 tiers qui se base sur le coefficient 1 tiers, on sous-estime, mais grosso modo, si ça marche, nos résultats, si notre papier fonctionne ici, c'est parce que derrière, il y a cette formule aussi au niveau municipal, comme pour les parlements, qui s'applique. Alors, maintenant que je vous ai montré les enjeux en termes de représentation, parce que finalement on est quand même bien représenté au niveau local, ce qui peut expliquer aussi la participation électorale, maintenant je vais vous montrer que ça amène à des choses, comment dire, un peu paradoxales ou qui demandent un peu de réflexion en tout cas, parce qu'on s'est amusé à diviser la population en deux, les ruraux et les urbains, pour faire simple. En fait, il faut savoir que la moitié de la population en France, 33 millions et des poussières, habitent dans des villes de moins de 10 000 habitants. Et puis l'autre moitié, 33 millions, habitent dans des villes de plus de 10 000 habitants. Alors, forcément, ce n'est pas le même nombre de villes, parce que ceux qui habitent dans les petites villes, donc plutôt des zones rurales, on parle ici là, de presque 34 000 communes versus 1000 communes, un peu plus de 1000 pour les grandes villes. Bah, si vous mettez ça encore une fois dans notre modèle, vu que là, le nombre de municipalités, il explose, ça fait que le nombre d'élus représentant les zones rurales, il explose également. Et l'ordre de grandeur, vous l'avez là, ça c'est les vrais chiffres, c'est 470 000 élus municipaux pour représenter les zones plutôt rurales, versus 40 000 pour représenter les zones urbaines. Alors, c'est quoi la conclusion de tout ça?
C'est pas forcément très simple d'en tirer des conclusions. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer que cet arbitrage que j'évoquais tout à l'heure entre représentativité d'un côté et puis gouvernance de l'autre, il n'est pas si simple. Parce qu'au final, si on reprend le chiffre de 500 000 élus locaux, on parle de 67 millions de Français qui, au niveau national, sont représentés par 577 députés uniquement. Donc 577 députés versus 500 000 élus locaux pour des questions au niveau national qui me semblent quand même être relativement importantes. Et du coup, ces travaux-là, ils ont au moins le mérite de montrer que le débat sur le nombre d'élus et est-ce qu'il faut les réduire, il n'est pas si simple, surtout que la population elle est croissante et que le nombre de députés, par exemple au niveau national, ce nombre-là, il n'est pas indexé sur la population. Alors je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la place à Sonia qui va rebondir sur... Ça marche. Merci. Du coup, on va peut-être commencer par une question un peu pratique par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Comment vous, Monsieur Schubert, vous appréciez en fait la décision publique locale en pratique au sein du CODEV à Rennes? Bonjour à tous. Je vais d'abord vous poser une question. Qui sait ce qu'est un conseil de développement ? Voilà un exemple type de la démocratie, non connu ou méconnu. Mais c'est bien, merci pour votre franchise. Je pensais que c'était à peu près ça, hein, donc je ne suis pas très surpris. Donc je vais commencer par vous expliquer d'abord ce qu'est un conseil de développement, puisque c'est un organe que vous pouvez très bien rejoindre si vous avez simplement envie de participer à la vie de votre territoire. Voilà, nous on s'arrête là. Donc pour faire simple, alors je vais vous parler bien sûr de celui de la métropole de Rennes, et vous verrez dans mes propos, et contrairement à votre affiche, nous sommes un CODEV de la métropole de Rennes et pas de Rennes Métropole. C'est-à-dire que nous sommes autonomes et complètement indépendants des élus, même si on travaille avec eux, mais en tout cas on travaille sur les sujets que nous avons envie. Et on tient énormément à cette autonomie qui est aussi une preuve de démocratie participative évidente. Au CODEV de Rennes, on est un CODEV de structure, ça veut dire des organisations, des associations, des entreprises qui ont envie de participer à cette vie du territoire. Et on a également des citoyens engagés. Les règles de fonctionnement sur Rennes, c'est pas compliqué, c'est 100 structures maximum, et on en a à peu près, à la dernière mandature qui va se terminer, on en avait 70, et 20 citoyens engagés, puisqu'il existe d'autres formes de démocratie participative sur le territoire, dont je parlerai sûrement aussi après. Et donc voilà, on a besoin de ces citoyens engagés parce que c'est aussi des gens qui ont des expériences sur le terrain qui nous intéressent autant que celles des structures. Lorsqu'on est dans un CODEV, on agit de deux manières. Soit c'est à la demande des élus, c'est-à-dire que les élus, alors ici à Rennes, particularité, c'est qu'ils nous sollicitent. Le vrai terme légal, c'est la saisine. Donc les élus nous proposent de travailler sur des thématiques qui sont, alors il y a des thématiques obligatoires qui sont les grands documents de la collectivité. Alors je vous citerai le SRADET, je vous citerai le SCOT, parce que le SRADET c'est au niveau régional, le SCOT, le plan climat air énergie, le plan local habitat, etc., etc. Tous les grands documents cadres de la métropole, on peut les examiner et on doit les examiner et donner un avis dessus. Ça aussi, c'est très important, c'est qu'on donne un avis. Et puis, il y a ce que nos membres ont envie de faire, parce qu'on se garde toujours quelques moments de travail vraiment sur les sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on pense qu'il y a une vraie problématique, sur lesquels les élus ne se sont pas vraiment penchés. Et par exemple, cette année, on a 2 autosaisines qui se sont créées, l'une autour des migrations. C'est donc un sujet très touchy, et c'est aussi peut-être pour ça que les élus ne nous en parlent pas. Hein. Et donc ils travaillent en ce moment sur les migrations d'hier à demain, comment accueillir mieux les migrants sur un territoire, ou différemment, ou mieux en tout cas, c'est le but, hein, parce que c'est quand même vraiment un phénomène qu'on ne peut pas ignorer, qu'il faut bien accepter et faire en sorte qu'il se passe le mieux possible, que ce soit pour les personnes concernées ou pour les habitants du territoire.
Et puis l'autre qui vous concerne, c'est qu'on travaille en ce moment sur les précarités des jeunes. Et là aussi, je peux vous assurer qu'il y a un énorme travail qui est fait, puisque vous pouvez aller sur le site du Conseil de développement, vous verrez le travail qui est fait par ce groupe de travail-là. C'est assez impressionnant de voir les résultats qu'on peut avoir. Et derrière, le but, c'est d'aller proposer des axes de travail aux élus, parce que nous, on n'est qu'une force de proposition, et de faire en sorte que les élus se disent, tiens, en effet, il y a un problème, ça vaut le coup qu'on s'y penche. C'est le cas pour les précarités des jeunes, puisqu'on a fait un événement le 24 janvier dernier au 4 bis, pour ceux qui connaissent, sur la grande place de Rennes. Et derrière, l'élu en charge de la jeunesse a décidé de créer un événement autour des jeunes qui aura lieu fin juin et auquel le CODEV sera bien sûr associé, et plus qu'associé, puisqu'on émettra nos propositions à ce moment-là. Donc voilà, ça, pour vous donner un peu l'ordre d'idée de ce qu'est un CODEV, on a vraiment l'envie d'être représentatif du territoire dans nos membres. Donc il faut que les membres soient aussi diversifiés que possible, que ce soit alors dans les termes de la loi NOTRe, vous irez voir si vous ne la connaissez pas. Mais voilà les grandes catégories de la loi NOTRe, qui est vraiment un outil de base, mais également sur la parité, mais également sur l'intergénérationnel et également sur le côté géographique, puisque la particularité, on en a parlé tout à l'heure à la conférence mobilité, de la métropole de Rennes, c'est qu'on est une ville archipel, et donc nous avons aussi bien une grande ville, des villes moyennes, mais aussi des très petites villes. Et donc il faut que chacun puisse s'exprimer et avoir sa vision de ce que peut être un territoire d'une métropole. Voilà, j'en ai fini là pour la présentation du CODEV, mais je pensais que c'est important que vous connaissiez cet organe. Juste pour les autres organes qui existent sur la métropole et sur la ville, et parce que là il y en a aussi à la ville. Alors, la fabrique citoyenne, ça vous parle? Non plus. Donc ça, je vous en parlerai. L'Assemblée citoyenne, pas mieux. Ok. Donc l'Assemblée citoyenne, 5000 personnes tirées au sort sur la métropole de Rennes. Sur les 5000, ils ont reçu un courrier. On leur a dit, est-ce que ça vous intéresse de participer à cette assemblée citoyenne? Ceux qui ont répondu oui, tirage au sort avec le principe de 86 membres élus, donc tirés au sort, avec la seule règle de base qui est 2 par commune. 43 communes, 86. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, vous avez quelque chose qui doit et vous concerner tous, et là, vous pouvez y aller régulièrement, et on n'en fait pas assez de pub, c'est la fabrique citoyenne. En fait, vous allez sur Internet, et c'est là que les élus vous proposent tout un tas de propositions. Vous allez, je pense, parler des budgets participatifs. Voilà, c'est là que vous trouvez... Vous pouvez voter en ligne sur tous les sujets qui vous concernent. Et il y a, on parlait de mobilité, le tram T3, le T4 qui vous concerne, puisque c'est Bru, c'est la ligne de Bru. Allez la voir. Hier soir, il n'y avait que 256 contributions et 7 avis. J'en ai vu aucun qui concernait Kerlan. Donc si vous avez des envies, de souhaits de trambus avec des spécificités sur Kerlan, c'est là qu'il faut l'écrire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas de démocratie participative à Rennes. Le tout, c'est de la trouver. Voilà, c'est ce que je dis. Et allez-y et donnez votre avis. C'est ce qu'on attend, c'est ce que les élus attendent de la population, c'est que ça ne soit pas juste on met un truc sur Internet et puis tant mieux s'il n'y a pas de réponse. Non, à Rennes, ils ont vraiment envie d'avoir ces envies. Si on prend les 4 lignes de trambus, c'est à peu près 2 ans de concertation. Donc si c'est pour au bout du compte s'apercevoir que très peu de gens s'y sont intéressés, il ne faut pas s'étonner derrière que les élus, le rapport à la démocratie, forcément, change. Puisque il faut être 2 pour faire de la démocratie. Il faut avoir envie d'échanger, de discuter, de ne pas être d'accord ou d'être d'accord, mais en tout cas, il faut être 2. Donc allez voir ce site de la Fabrique citoyenne, vous allez voir, il y a plein de choses en ligne où on vous demande votre avis. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut absolument qui montrera aussi la vitalité de la démocratie participative et de la démocratie locale. Voilà. Je vous remercie pour vos interventions introductives. Depuis vos points de vue respectifs, quels sont les principaux défis auxquels font face les collectivités locales dans le processus par rapport au processus de décision? C'est celui que je viens de quasiment vous expliquer à la fin, c'est que
En tout cas, je parle vraiment de la métropole de Rennes. Hein. Les élus ont vraiment envie de faire du partage et d'avoir des décisions collectives. Si ils n'ont pas le sentiment qu'en face d'eux, ils ont des gens qui ont envie de construire le même territoire, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on partage surtout le territoire. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions politiques, ça, chacun respecte les opinions des autres, mais on vit tous au même endroit. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à concilier. Et pour que les élus décident du mieux possible, il faut qu'ils puissent avoir aussi des gens qui leur disent c'est quoi le mieux possible. Ce matin, on parlait du parking Vilaine. Moi, j'ai vécu ça parce qu'on est venu nous voir au Conseil de développement en disant vous n'avez pas travaillé sur le parking Vilaine, alors que c'est aussi un projet métropolitain, puisqu'il est financé en grande partie par la métropole. Mais je leur ai dit, attendez, si vous regardez bien, vous avez beau dire que vous n'êtes pas content, où est-ce que vous vous êtes exprimé ? J'ai repris, parce qu'on a aussi, dans les échelons administratifs, on a aussi le pays de Rennes. Hein, les pays n'ont pas disparu malgré l'assemblage. Au pays de Rennes, il y a eu énormément de concertations sur ce parking Vilaine. Les gens qui se sont réveillés à la fin, ils n'ont jamais pris position. Donc forcément, après, quand les élus se disent bah, « c'est bon, on a une idée », on l'avait mis dans le programme de la municipalité de Rennes, hein, ça y était, sur le programme de 2014. Et si en face, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas véritablement d'opposition, on y va. Et forcément, c'est à la fin, les gens disent bah, « mince, ils vont le faire quand même ». Non, c'est trop tard. Les concertations publiques sont très longues. On a l'occasion de pouvoir clairement afficher. Alors bien sûr, moi ce que je dis toujours à mes membres, hein, c'est quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi et on argumente. C'est ce que je reproche aussi souvent aux élus qui, lorsqu'ils font un vote en public, parce que les votes de Rennes Métropole ou de la mairie sont en vidéo, hein, donc vous pouvez les suivre. Et quand vous voyez les gens qui votent oui, non ou abstention et qui ne disent pas pourquoi, c'est assez gênant aussi en tout cas pour le citoyen lambda. Donc pour moi, le véritable défi de la démocratie, c'est de faire en sorte que les citoyens s'intéressent à la participation de la vie active du territoire. Ça, c'est pour moi le plus important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, comme vous le disiez, la vraie difficulté, c'est de mobiliser les citoyens aujourd'hui pour participer à la décision publique locale. Pourquoi ? Parce que essayer de mobiliser les citoyens, c'est compliqué parce que les citoyens, ça leur coûte du temps de consacrer justement de l'énergie, du temps à toutes ces mobilisations qui prennent la forme de budget participatif, de conventions citoyennes, de conseils de quartier pour les villes qui sont les plus grandes. Et aujourd'hui, la véritable difficulté, c'est qu'on a du mal à trouver des gens qui s'investissent dans toutes les démarches qui consistent à les associer au processus des décisions publiques. Ce qui est quand même un paradoxe, c'est qu'on cherche à les associer, mais ils ne répondent pas forcément présents. Et donc, là, effectivement, c'est la vraie difficulté. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait avec la municipalité de Lyon, c'est qu'on est en train de travailler avec eux sur les modalités des budgets redistributifs. Donc, ce qui fait que les citoyens se mobilisent, c'est qu'ils ne sont pas seulement consultés, mais c'est qu'ils soient décisionnaires. Si on leur dit, voilà, on vous accorde un certain pourcentage du budget d'investissement, le budget participatif, c'est à peu près 5 à 10% du budget d'investissement, on leur dit non seulement vous donnez votre avis, mais vous allez être décisionnaire sur l'usage des fonds publics. Et ça les mobilise en fait. Le fait qu'ils sachent qu'ils ne sont pas forcément là pour donner leur avis, mais pour décider. Mais ça implique une volonté politique forte. De donner la décision aux citoyens qui vont consacrer du temps à la mise en place de ces budgets participatifs. Ouais. Du coup, justement, par rapport à, vous évoquiez les budgets participatifs, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en quoi consistent ces outils qui permettent aux citoyens de participer à la décision publique locale ? Et peut-être, sur un plan aussi un peu plus économique, quels critères d'évaluation en fait, permettent de juger l'impact de ces outils
sur l'efficacité de la décision publique locale et de se rendre compte si en fait les choix des citoyens ont vraiment un impact sur les choix politiques in fine. Moi, je ne suis pas une spécialiste des budgets participatifs, c'est plutôt nos autres collègues du projet Citizen, mais la façon dont ça fonctionne, mais vous allez sans doute peut-être me compléter et me corriger, c'est que les budgets participatifs qui sont aujourd'hui utilisés par beaucoup de villes fonctionnent de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va consacrer 5 à 10% des dépenses d'investissement d'une collectivité à la réalisation de projets sur lesquels vont s'exprimer en fait les citoyens. Après, je vous laisse compléter et corriger parce que c'est vous le spécialiste ici. Alors, on n'est pas spécialiste de ça, mais en tout cas, nous, on les suit puisque sur le site de la Fabrique citoyenne, vous allez trouver là où vous pouviez voter, parce que je crois que c'est fini là pour cette année, vous pouviez voter sur le projet de votre quartier, parce que ça se fait par quartier. Hein, la ville de Rennes a été coupée en quartiers, je ne sais pas comment, mais en tout cas voilà. Et donc chaque quartier, les habitants pouvaient proposer des thématiques, des sujets de création. Alors moi je vois dans mon quartier, il y avait la création d'un jardin partagé populaire, voilà, un jardin pour cultiver ses légumes ensemble. Il peut y avoir des bibliothèques dans les rues. Enfin, c'est vraiment, alors c'est jamais des gros projets, mais ça peut être aussi l'aménagement d'une piste cyclable plus spécialement autour d'une école. Enfin voilà. Et donc vous pouviez voter sur ces différents budgets. Et une fois que les votes sont établis, ensuite, les porteurs du projet sont reçus par les élus et puis ils construisent le projet ensemble jusqu'au moment de l'inauguration, qui est toujours un moment festif. Et c'est ce qu'on a vu l'année passée. Et c'est vrai qu'il y a un véritable engouement. Et ça, moi, je le vois parce que c'est une vraie proximité. Les gens, quand on leur dit c'est au bout de ta rue que ça se passe, c'est pas comme si c'était dans les strates, soit au fin fond de la métropole. Là, c'est vraiment dans chaque quartier qu'il se passe quelque chose. Et ça plaît beaucoup aux citoyens lambda. Moi, ce que je dis surtout, c'est que on a le sujet de la participation citoyenne, c'est la relation de confiance qui peut s'établir entre les élus et puis les citoyens. Et je pense que c'est surtout ça. Et si nous, Codev, on a cette chance à Rennes d'être aussi utilisé, on va dire, par les élus, c'est parce que depuis l'origine, et on a cité Edmond Hervé ce matin, Edmond Hervé avait créé le conseil de développement qui s'appelait le Codespar à l'époque, bien avant la loi Voynet, 1999, le Codespar créé en 1984. Donc bien avant les lois, il avait décidé d'avoir, comme on disait, ce machin, voilà, cet organe-là qui était à côté de lui pour lui donner des avis, des conseils. Donc c'est vraiment ancré dans le territoire de travailler en coopération entre les élus et les membres du Conseil de développement. Je peux vous assurer, parce que je suis au bureau de la coordination nationale, c'est loin d'être le cas partout. Moi, je vis un peu un côté idyllique de l'opération. Moi, je connais, je ne vous citerai pas les noms, des conseils de développement qui ont été installés où les élus ne leur demandent rien. Ils ne leur proposent même pas une salle pour se réunir et même pas un animateur pour les animer. Donc vous pouvez imaginer que le travail qui en ressort, parce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on est tous des bénévoles. On a zéro défraiement. Hein, donc c'est vraiment du temps qu'on a envie de consacrer au territoire. Et donc ça, on voit la différence sur les territoires. Et quand des élus ont compris l'intérêt d'avoir cet échange et cet échange de confiance, on voit qu'on avance et on voit qu'on sert à quelque chose. Et forcément, nos membres ont envie de revenir. Vous disiez tout à l'heure que j'étais bientôt plus président, ce qui est vrai, parce que dans le cadre de la démocratie, ils m'ont réélu la deuxième fois, mais en même temps qu'ils m'ont réélu, j'ai décidé de modifier, avec mon bureau, hein, bien sûr, de changer les règles en disant que je ne pouvais pas être réélu 3 fois. Voilà, comme ça, c'est ça aussi la démocratie, c'est de laisser la place aux autres. Donc je ne serai pas réélu, et c'est très bien comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait toujours cette continuité de confiance. Et c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à avoir ces vrais échanges avec les élus. On parlait de budget à l'instant. Quel lien vous voyez entre les contraintes budgétaires, l'équilibre budgétaire et l'intensité démocratique? Est-ce que c'est possible de concilier les attentes des citoyens et les attentes en termes de budget? Alors, c'est une question complexe. Je pense que je ne sais pas si c'est sur les citoyens, mais plutôt sur les élus et les élus municipaux pour essayer de les motiver. En fait, il y a moins en moins de marge de manœuvre
au niveau municipal, parce que tout se fait à l'échelle des EPCI presque maintenant. Et du coup, quand vous discutez avec les élus locaux, ce qui ressort, c'est principalement que, en fait, tout dépend de l'EPCI, on ne peut rien faire. Et c'est là-dessus où j'ai l'impression qu'il y a un enjeu, parce qu'on voit que le nombre de personnes qui veulent se représenter diminue. Ça devient difficile. Là, ils évoquaient l'idée de diminuer justement la taille des conseils municipaux pour les petites villes parce qu'il n'y avait plus de candidats. Et là, ça pose problème à mon avis. Et ça résulte aussi de réformes depuis les années 2000, je dirais. La suppression de la taxe professionnelle, enfin sa transformation, la suppression de la taxe d'habitation, il y a moins de marge de manœuvre en termes de budget, et en plus, il y a moins de marge de manœuvre en termes de compétences, parce que ça remonte à l'EPCI. Et donc là, ça se pose des questions plutôt sur la motivation des élus que sur la motivation des citoyens. Alors, sur les citoyens, tu pourras peut-être évoquer cette question-là. Le citoyen, le problème aussi, c'est que du coup, il ne voit plus quelle est la strate dont il dépend, in fine. Donc, est-ce qu'il doit se mobiliser au niveau municipal ou au niveau de l'EPCI? Et on voit que c'est pas direct, en fait, l'implication des citoyens avec l'EPCI. Alors, il y a des exceptions, heureusement, comme à Rennes Métropole, mais c'est des questions qui se posent, et je pense que là, je vais même laisser la parole à Sonia, qui a des travaux là-dessus. Oui, du coup, on entre dans le champ de l'intercommunalité. Oui. Peut-être juste, si vous pouvez nous dire ce que c'est les EPCI, parce que vous en avez parlé, mais ce sont les établissements publics de coopération intercommunale. Pardon. Ce sont les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, on dit quoi? On dit Rennes Métropole? Oui. Voilà. Donc Rennes Métropole, mais aussi les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines. Ce sont des formes de coopération entre les municipalités et auxquelles on a transféré un certain nombre de compétences. Alors, ce que je voulais vous montrer, si j'y arrive... voilà. C'est CTRL S. Ah, pardon, je suis désolée, j'ai fait une bêtise. Voilà, ok. Donc, dans des travaux que nous avons menés récemment avec des collègues italiens qui se posent également les mêmes questions en Italie, nous avons exploré la question de l'intercommunalité, de l'impact de l'intercommunalité sur la participation électorale. Alors, on est parti notre motivation est la suivante, on est parti des résultats d'une enquête de l'IFOP qui a été menée en 2022 sur le rapport des Français à l'intercommunalité. On leur a demandé comment ils percevaient les EPCI ou les intercommunalités. Et alors globalement, la satisfaction était assez forte de la part des citoyens, mais il y avait quand même des points qui nous ont interrogés. Le premier résultat qu'on a remarqué, c'est que 50% des Français estiment que l'intercommunalité, elle tend à éloigner les élus des citoyens. Ça, c'était la première remarque. Et puis la deuxième remarque ici, c'était que 60% des Français pensaient que l'intercommunalité tendait à complexifier la gestion locale et non à la simplifier. C'est ce que disait Benoît. Les citoyens ont du mal à percevoir qui décide quoi, en fait. Ils ont le sentiment que ce n'est plus leur maire qui va décider de la vocation, par exemple, d'un terrain, qui va décider des politiques, des différentes politiques qui étaient auparavant entre leurs mains. Ils ont vraiment le sentiment que les décisions importantes sont transférées aux EPCI, donc aux intercommunalités. Alors, dans la littérature économique, ça fait longtemps que cette question a été traitée, notamment dans la littérature théorique dont a parlé Benoît. Et il y a vraiment cette relation négative entre la participation et la taille, entre la participation électorale et la taille des collectivités. Dans les grandes collectivités, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité politique, elle est plutôt diluée. Donc les citoyens sont moins incités à voter. Ils se sentent plus éloignés de
de leurs élus, alors que dans les petites collectivités, parfois ils connaissent le maire, il leur arrive de le rencontrer, et donc ils se sentent plus proches de lui. Et dans ce cas, ils vont soit voter pour cette personne, soit voter contre cette personne pour montrer leur insatisfaction. Alors nous, ce qu'on a fait en tant qu'économiste, c'est qu'on a recueilli une base de données sur les dernières élections municipales, 2001, 2008, 2014, et aussi on est en train d'intégrer 2020. Donc on a récupéré un échantillon de communes, alors pas toutes les intercommunalités, on a récupéré les communes qui sont passées d'une situation de communauté de communes à une situation de communauté d'agglomération. Pourquoi on a choisi ce cas-là ? Les communautés de communes, ce sont des intercommunalités que vous allez trouver plutôt en milieu rural, mais pas seulement. Ce sont des communautés de communes qui sont peu intégrées, au sens où peu de compétences ont été transférées des municipalités vers l'intercommunalité. En revanche, les communautés d'agglomération, ce sont des intercommunalités que vous allez trouver plutôt en milieu urbain, et qui sont plutôt dites intégrées parce qu'il y a bon nombre de compétences qui ont été transférées du niveau municipal au niveau intercommunal. Donc ce qu'on a voulu voir ici, c'était qu'est-ce qui se passe quand on transfère des compétences du niveau municipal au niveau intercommunal. Est-ce que les citoyens se sentent dépourvus? Est-ce que les citoyens vont moins se mobiliser pour les élections municipales, sachant que leurs maires ont moins de compétences entre leurs mains? Donc vraiment, l'idée ici, c'était de voir qu'est-ce qui se passe, non pas quand on crée de l'intercommunalité, mais qu'est-ce qui se passe quand on crée plus d'intégration, quand on transfère plus de compétences du niveau municipal au niveau intercommunal. Alors, je vous passe tous les détails méthodologiques, ça c'est notre petite sauce économétrique, mais ce qu'on montre, c'est que plus les communes sont intégrées, eh bien, moins la participation électorale est élevée. Et ce qu'on confirme effectivement, c'est que lorsqu'on prive les maires d'un certain nombre de compétences, eh bien, il y a une sorte de sanction ou de désintérêt plutôt que sanction. Il y a une sorte de désintérêt des citoyens pour les élections municipales. Et cet effet, ce qu'on a montré, c'est qu'il a tendance à perdurer dans le temps. Parce qu'en 2013, une loi a été votée, a été mise en place en 2014 aux élections municipales, où chaque citoyen a pu voter non seulement pour les maires ou les conseillers municipaux, mais également pour les conseillers intercommunaux. Et malgré cette loi, qui aurait dû rétablir de l'intérêt de la part des citoyens vis-à-vis des élections intercommunales, eh bien, malgré cette loi, on voit que l'effet négatif de l'intégration perdure. Donc on a toujours ici des citoyens l'intégration qui a toujours un impact significatif et négatif sur la participation aux élections municipales. Alors évidemment, on verra ce qui se passe aux prochaines élections municipales en 2026, on verra si cet effet perdure, parce qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que les citoyens sont quand même un peu plus au fait des compétences qui sont transférées, mais qu'en est-il véritablement ? L'année 2020 était une année un petit peu compliquée, comme vous le savez, avec le Covid. Donc c'est difficile de mesurer l'impact de l'intégration sur les comportements électoraux des citoyens, parce que, comme vous le savez, la participation électorale a été particulièrement basse. Et elle a été particulièrement basse pour ceux qui habituellement votaient beaucoup, notamment les personnes les plus âgées. Donc ça pose des problèmes de comparabilité. Mais c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, et on essaie, et on va bien évidemment profiter de l'occasion des élections municipales de 2026 pour essayer de voir si nos résultats sont à nouveau cohérents. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour l'intégration. Du coup, sur cette question de l'intercommunalité et des résultats économiques qui viennent de nous être présentés, est-ce que vous avez aussi ce constat sur l'intercommunalité, sur le fait qu'elle affaiblit plutôt la démocratie locale et l'engagement des citoyens? Alors, je ne sais pas si on peut joindre les deux. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour le citoyen lambda, c'est toujours la grande nébuleuse.
on a beau expliquer, parce que c'est pas faute d'expliquer, hein, de dire quelles sont les compétences qui existent au sein de la municipalité, et en effet, il y en a quasiment plus. Hein, voilà, à part le petit pouvoir social à travers le CCAS, le pouvoir de police du maire, la vie associative, le maire, il peut plus grand-chose, quoi. Aujourd'hui, être maire, ça n'a rien à voir que ceux qui ont été maires il y a 40 ans, où ils avaient toutes les cartes en main. L'urbanisme même remontait aussi souvent dans les EPCI, donc dans les agglomérations. Donc voilà, d'ailleurs on voit bien, la popularité du maire baisse parce qu'il y a moins de raisons d'aller voir le maire aussi, puisqu'il a moins de pouvoir. Après, le côté avantageux d'un EPCI, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment des grands spécialistes. Ce qu'on n'avait pas forcément dans les petites mairies. On avait forcément des gens qui étaient formés plus ou moins sur le tas, pourquoi pas avoir fait une formation de base sur tel ou tel sujet, mais quand on travaille aujourd'hui avec la complexité du code de l'urbanisme, de tous ces outils-là, il faut vraiment être un pro. Et c'est pour ça que le côté intercommunalité a eu du bon. C'est de vraiment mettre en face des gens qui avaient cette capacité à comprendre et à proposer des choses aux citoyens. Donc il y a toujours ce rapport. Après, il y a toujours un filtre. Et ça, c'est le problème français, hein, c'est qu'on rajoute des strates, mais on n'en supprime pas. On garde toujours des petits morceaux. Donc forcément, tant qu'on n'aura pas un jour des élus qui décideront de dire « bon, ça y est, on coupe le cordon et puis on supprime un échelon », je pense qu'on n'y arrivera pas et que le citoyen ne peut pas comprendre. Et il ne peut pas comprendre qu'un jour, il doit s'adresser au pays, le lendemain à la mairie, le troisième à l'intercommunalité, le quatrième au département et le cinquième à la région. Je vous le fais simple, mais c'est comme ça. Suivant ce que vous avez besoin de demander, ça fait du monde à voir, quoi. Donc forcément, on n'a pas que ça à faire quand on est citoyen, on a aussi un métier, une famille. Et donc aller vouloir vraiment avoir une solution sur un projet, il faut vraiment être volontaire. Donc c'est ça la complexité aujourd'hui, quoi. Et donc pour vous, quel va être le niveau optimal à adopter ? Est-ce qu'il existe un niveau optimum de démocratie locale en termes d'efficacité dans la prise de décision ou même au niveau économique, là, depuis vos points de vue respectifs? En tout cas, la première chose que je pense qu'il serait utile de faire, c'est que l'élection des membres de l'EPCI soit faite en suffrage direct. Je pense que ça serait vraiment un grand pas en avant, parce que quand vous regardez et comment se traitent les sujets en conseil métropolitain, les sujets qui sont hyper importants, c'est vraiment des sujets cadres pour un territoire, que vous voyez qu'il y a quasiment personne qui s'y intéresse. Et je peux vous le dire, parce que moi, ça m'arrive d'assister aux séances, je suis tout seul. Voilà. Hormis les élus, bien sûr, hein, mais dans le public, parce que c'est ouvert au public, on est des fois 2, des fois 3, parce qu'il peut y avoir un sujet qui intéresse quand même, mais ça n'intéresse personne. Et quand les élus, en plus, puisque vous pouvez le voir en vidéo, même de chez vous, posent ou répondent à des questions, tout est organisé. Alors, à Rennes, il y a une conférence des maires, en plus de la structure métropolitaine. Et en fait, toutes les grandes décisions sont déjà prises plus ou moins dans cette conférence des maires, qui, elle, n'est pas publique. Donc, pas public, le citoyen, il se dit, il décide. Ceux qui sont contre, ils disent qu'ils sont contre, mais on ne sait pas pourquoi. Ça n'encourage pas. C'est pour ça que moi, en tout cas, si demain, un jour, je me remettais à faire un jour de la politique vraiment, je serais en tout cas très favorable à ce qu'il y ait une élection directe des membres de l'EPCI, de l'intercommunalité. Parce que là, on pourra un peu plus avoir des gens en face de nous, quoi. Compléter. Oui, alors si je devais donner des solutions ou des outils, alors peut-être qu'une question qui pourrait se poser aussi, ce serait peut-être supprimer des niveaux de gouvernement. Ça simplifierait peut-être les choses, mais c'est un sujet extrêmement délicat, comme on peut s'en douter. Alors une solution peut-être un petit peu plus simple, parce que tout à l'heure on a évoqué la mobilisation des citoyens, mais c'est pas le tout de les mobiliser. Il faut mobiliser un échantillon de citoyens qui soit représentatif. Parce que ce qu'il apparaît maintenant, c'est que ceux qu'on mobilise,
ce sont des citoyens qui ne représentent pas forcément l'ensemble de la population. Et du coup, c'est un des défauts des outils de la démocratie participative. On retrouve ce défaut-là aussi dans les budgets participatifs parce que, alors c'est pas forcément le cas à Rennes Métropole parce qu'ils ont essayé de contrôler ce problème, mais pour les budgets participatifs, quand on essaye de valoriser certains projets, on se rend compte que les quartiers prioritaires sont souvent défavorisés dans les budgets participatifs parce que les porteurs de projets n'ont pas les outils pour monter correctement le projet qu'ils souhaitaient mettre en avant. Alors comment on fait pour résoudre ce problème-là, pour que ce soit plus représentatif, ce budget participatif? On met des quotas par quartier, par exemple, mais Rennes Métropole, elle est en train de se poser la question, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il ne faut pas mieux accompagner les porteurs de projets dans les budgets participatifs? Et ça, c'est un coût. En fait, si on veut faire la démocratie participative, il va falloir vraiment, derrière, qu'on investisse là-dedans. Alors après, il y a une autre solution que j'ai envie d'évoquer également, qui me semble a priori très saine et faisable, et peut-être plus faisable encore, c'est renforcer l'évaluation des politiques publiques, parce qu'il y a des outils pour aller justement chercher les citoyens de manière représentative, soit par des enquêtes, soit par de la consultation qui est déjà faite. Mais ça, c'est à mon avis un point d'amélioration. C'est pas tout à fait de la démocratie participative, mais ça complémente ces enjeux-là. Et c'est d'autres solutions qu'on pourrait évoquer et que je pourrais détailler bien sûr après, si vous voulez. Oui, alors pour répondre à la même question, on sera peut-être en désaccord. Quel est le niveau optimal de décision? Moi, je pense qu'il faut différencier le territoire selon le caractère urbain ou rural justement des municipalités. En milieu urbain, j'avoue que je vois quand même comme niveau le plus optimal, de mon point de vue, peut-être le PCI. En revanche, en milieu rural, on parlait d'évaluation de l'efficacité de la décision publique. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent que les citoyens ne sont pas très satisfaits de l'intercommunalité en milieu rural. Ils observent une dégradation de la qualité des services publics. Et d'ailleurs, des travaux ont essayé de mesurer la difficulté qu'ont eu certaines municipalités à entrer dans l'intercommunalité. Ce qu'on a observé, c'est qu'en milieu rural, il y avait quand même beaucoup de municipalités qui ne voulaient pas rentrer volontairement dans l'intercommunalité parce qu'elles avaient peur de la dégradation de la qualité des services publics, parce qu'elles sont plus loin du service public. Donc je pense que voilà, en milieu rural, de mon point de vue, c'est toujours la municipalité qui devrait rester présente. En revanche, en milieu urbain, il y a peut-être quand même le transfert des compétences au niveau intermunicipal me semble plus efficace. Mais bon, après, c'est à discuter. Et puis, c'est compliqué parce que les niveaux de collectivité en France sont quand même assez spécialisés. La région a le développement économique, l'aide sociale, c'est pour le département. Donc c'est une question éminemment complexe et la complexité, elle est liée aussi à l'attachement qu'ont les citoyens historiques à la municipalité en fait. Donc voilà, c'est une question complexe. Du coup, vous l'avez proposé, mais je pense que ça peut être intéressant parce qu'on a pas mal d'étudiants qui sont intéressés par l'économie et pourquoi pas faire un master d'économie. Donc, comment, en fait, en pratique, quels sont les outils économiques pour évaluer les politiques publiques? Comment ça se passe? Si vous avez peut-être des exemples dans le cadre de la décision publique locale, comme c'est le thème. Alors, l'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose de très large et l'évaluation, elle ne sera pas la même qu'on soit au niveau local, qu'on soit au niveau national. Typiquement, pour les grands projets d'infrastructures nationaux, c'est le SGPI qui va être en charge de l'évaluation de ces grands projets d'infrastructures et ça va être de l'évaluation, ce qu'on appelle de l'évaluation socio-économique. Donc, ce n'est pas forcément lié à ce qui nous intéresse au premier abord, où on va essayer de quantifier en euros les avantages et puis les inconvénients d'un projet d'infrastructure.
Et puis, et donc il y a aussi la Haute Autorité de Santé qui fait l'évaluation des programmes de santé, par exemple, parmi les plus grands acteurs. Et puis au niveau local, alors il faut savoir qu'au niveau local, c'est des méthodologies et des acteurs souvent différents. Alors en Bretagne et puis à Rennes, on est bien lotis, mais il faut savoir qu'il n'y a pas toujours des services d'évaluation dans les villes, parce que déjà c'est coûteux, on n'a pas toujours les moyens d'en avoir un, et parce qu'en termes d'expertise, il faut avoir l'expertise aussi de l'évaluation. Alors au niveau local, les méthodologies actuellement, c'est plutôt soit de l'enquête, des questionnaires sur des échantillons représentatifs, soit ça va être ce qu'on appelle de l'évaluation participative, parce que ça existe également, où on va, par exemple, mettre les citoyens en situation. Donc à Nantes, ils avaient évalué la mobilité la nuit avec des citoyens. Ils ont fait des itinéraires de sortie avec des citoyens. Et puis ils ont essayé de caractériser leur ressenti. Donc ce sont des outils différents, mais ce sont des outils où c'est aussi coûteux. Et le problème de l'évaluation des politiques publiques, c'est qu'on ne peut pas tout évaluer tout le temps. Et puis derrière, il y a un agenda politique. C'est qu'en plus, ce sont des méthodes qui sont assez longues à mettre en place. Il faut aller chercher des données. Donc il faut se donner le temps et les moyens, encore une fois, si on veut instaurer ça de manière un petit peu plus prégnante dans nos démocraties locales. Voilà. Et donc d'un point de vue empirique, qu'observe-t-on justement grâce à l'évaluation des politiques publiques en termes de l'impact de la centralisation avec le fait que les métropoles ont de plus en plus de pouvoir par rapport aux petites communes? Est-ce que ça a eu des effets majeurs sur l'efficacité de la décision? Alors, je vais un peu botter en touche parce que l'évaluation des politiques publiques, c'est qu'on va évaluer un dispositif particulier. Donc on ne va pas évaluer, là c'est plutôt un travail de chercheur, on ne va pas évaluer ce qui se passe quand on décentralise ou quand on centralise des compétences. L'évaluation des politiques publiques, c'est par exemple, on veut mettre une piste cyclable, est-ce que ça fonctionne? Il faut évaluer les différents impacts. Ça peut être un gros projet d'infrastructure, comme le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est vraiment des choses fines. L'idée, c'est pas forcément d'évaluer un mode d'organisation à ce point-là, à cette échelle aussi grande que vous évoquez. Là, je dirais que c'est plutôt notre travail, nous, en tant que chercheurs, parce que l'idée, c'est de regarder, on le comprend, quand vous décentralisez des compétences ou quand vous les centralisez au niveau de l'EPCI, ça va toucher toutes les EPCI, donc il faut regarder ça avec une vision globale au niveau national, français, et ça, c'est pas l'évaluateur dans une commune qui va non seulement avoir les outils et puis accéder aux données et à une méthodologie assez complexe. L'idée, c'est plutôt pour l'évaluation des politiques publiques de regarder, tiens, on a mis en place un dispositif, on veut par exemple favoriser un quartier prioritaire, on va essayer de retrouver le ressenti des habitants de ce quartier via une enquête de satisfaction par exemple. Donc ce sont sur des choses fines qu'on va jouer avec l'évaluation des politiques publiques. Et je pense que ça, vous pouvez rebondir peut-être aussi. Ça fait partie en effet des choses qu'on peut regarder. Alors nous, bien sûr, on regarde aussi l'application lorsque les propositions du CODEV ont été émises, on regarde 3 ans, 4 ans, 5 ans après ce qu'il en est, si ça a continué à exister dedans, si elles ont été mises en œuvre, ne serait-ce que de l'applicatif pur. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que alors on s'appelle, il y a des comités, il y a des CODEV qui se sont appelés comités des suites. Il y en a qui ont appelé ça politique d'évaluation, évaluation des politiques publiques. À Rennes, on a aussi cette chance, c'est que la prochaine mandature de la demande des élus est d'augmenter notre part d'évaluation de politique publique. Ce qui est assez rare, parce que normalement, ils n'aiment pas trop que des
gens extérieurs commencent à leur dire là c'est bien ou là c'est pas bien. Là, on a eu cette demande au dernier comité partenarial au mois de janvier. Là, on s'est dit tiens, ça c'est aussi une preuve que cette relation existe. Mais on ne pourra pas tout analyser. Après, il y a d'autres organismes, comme vous disiez, qui font de l'analyse de politique publique ou même de l'analyse purement comptable. Hein. Si on prend la Chambre des comptes, la Cour des comptes ou la Chambre des comptes régionale, ils font aussi de l'analyse de politique publique. Donc voilà, je pense qu'il y a cet ensemble. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport aux citoyens. Et donc c'est là de voir est-ce que tout ce qui a été imaginé dans cette politique publique, elle agit bien sur le bien-être et l'amélioration du bien-être du citoyen. C'est comme ça qu'on les regarde. Et alors justement, les projets qui sont menés, est-ce que le niveau de satisfaction est plus important pour les projets qui ont été menés à l'échelle très locale, ou les citoyens sont plus globalement moins satisfaits quand ces politiques leur correspondent moins quand elles sont menées à des échelles plus importantes comme la métropole ou l'intercommunalité? En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement plus beaucoup de pouvoir dans les mairies que maintenant, les vraies décisions importantes sur des politiques publiques, c'est à l'EPCI au minimum. Après, en effet, on monte dans les strates. Hein. Si vous faites du social, vous allez au département. Vous faites du développement économique, vous allez à la région. Mais à la mairie, je ne sais pas, analyser la politique publique sur le financement des subventions des associations, ok, mais ça va pas très loin, quoi, hein. Les vrais dossiers, maintenant, c'est au moins au niveau de l'EPCI, à minima. Donc, on ne peut plus faire le distinguo en disant c'est mieux ou c'est moins bien entre la métropole et puis, ou la communauté de communes, ou peu importe la forme, la communauté d'agglomération, par rapport aux municipalités, parce que la relation, le rapport en capacité et compétences octroyées sont plutôt équivalentes. Donc tout est passé maintenant, en tout cas les choses importantes à l'EPCI. Mais voilà, ça fait partie des... Moi, je trouve que c'est, encore une fois, on a progressé. En tout cas, c'est vu de notre fenêtre, on a progressé sur la qualité des politiques publiques. Après, on n'a pas progressé sur l'éloignement du citoyen. Voilà, donc, et plus on va monter, plus on va être éloigné du citoyen. Quand notre président de région dit je suis en train de remettre en place une super politique de transport, est-ce que ça intéresse... Tout le monde est intéressé par ça. Mais qui a participé? En fait, très peu de gens. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cet écart qui peut se creuser entre le citoyen, encore une fois lambda, et sans être péjoratif, hein, entre le citoyen qui est dans son quartier et puis qui se dit tiens, là-haut, ils ont décidé ça pour moi. Et c'est ça, c'est compliqué, hein, c'est pas simple à faire. Hein. S'il y en a qui avaient la solution, je pense qu'on l'aurait mise en place. Mais en tout cas, c'est le vrai risque. Et alors après, moi j'ai un modèle que j'aime beaucoup, c'est la Belgique, parce qu'ils sont encore très spécifiques dans leur fonctionnement politique, hein, parce qu'ils ont quand même 3 gouvernements. Pour un si petit pays, ils ont quand même 3 gouvernements. Ils ont une chose qui me paraît peut-être à devoir mettre en place aussi en France, c'est le vote obligatoire. Est-ce qu'à un moment donné, parce que vous le citiez dans votre étude, hein, le climat, la famille, enfin on peut imaginer plein de raisons pour lesquelles on ne va pas voter. C'est le premier droit du citoyen. Si déjà on loupe celui-là, je pense qu'on n'a rien compris à la démocratie. Si vous n'allez... Alors après on dit oui mais ma voix elle compte pas. Bah si, elle compte comme toutes les voix qui sont dans l'urne, elle compte autant. Moi je m'étais amusé à faire un petit ratio sur les dernières élections. Alors bien sûr c'était un peu faussé, hein, puisqu'il y a eu la période Covid, mais Nathalie Appéré, ici à Rennes, en fait, avec le taux d'abstention et le nombre de votes qu'elle a eu, elle n'a été élue qu'avec 20% des voix. Et puis encore, M. Chenu, président du département, il a été élu avec 12% des voix. Il a eu 12% des voix pour lui. Si demain vous dites, est-ce que c'est logique qu'un quelqu'un est président avec 12% des voix ? Pourquoi pas? Mais moi, ça me pose un problème intellectuel en disant, mais comment on peut, après, dire être représentatif d'une population 100% alors qu'on n'a que 12% des voix? Vous avez en ce moment, si vous suivez l'actualité, c'est d'hier ou d'avant-hier, la transformation de la loi sur ce qu'on appelle la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, où là aussi, bizarrerie de la France, les citoyens, les électeurs de ces 3 grandes villes votaient pour leurs arrondissements. Et c'est les arrondissements qui votaient pour le maire.
Résultat, quand vous regardez le pourcentage de voix avec lequel le maire de ces 3 villes ou la maire de ces 3 villes ont été élus, c'est infime. Et on se dit, mais quelle est sa légitimité? Et je pense que ça, le citoyen a besoin de ça, de ce rapport à la légitimité, de dire j'ai en face de moi pour qui j'ai voté et en qui je considère qu'il est légitime. Aujourd'hui, allez voir sur le site du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, vous allez voir la défiance que les citoyens ont auprès de la vie politique. Mais c'est une des raisons. On ne les connaît plus, ils sont loin. Ils prennent des décisions sans forcément avoir eu, en disant on a été élu donc on peut décider. C'est pas comme ça que ça fait. Et on peut comprendre, en plus avec toutes les affaires bien sûr, hein, et puis les mauvaises décisions qui ont pu être prises, qu'on a cet écart qui ne fait que s'amplifier. Donc le vote obligatoire est peut-être aussi une solution en disant remettons tout le monde dans le bain et faites en sorte que vous voyez, vous avez une voix, utilisez-la à bon escient, faites ce que vous voulez, votez pour qui vous voulez, mais votez. Juste pour préciser, le vote obligatoire, c'est l'instauration de sanctions financières pour les électeurs qui ne se déplacent pas le jour des élections. Alors effectivement, c'est obligatoire en Belgique avec un niveau de sanction qui est relativement élevé. Mais il y a des pays où le niveau de sanction est relativement plus faible et où l'effet obligatoire ne fonctionne pas. Je crois que c'est en Suisse. Donc la sanction est plus faible. Et en fait, le caractère obligatoire ne se traduit pas par une augmentation de la participation électorale. Donc le vote obligatoire, ça peut être une solution, mais il faut trouver vraiment le bon niveau de sanction pour mobiliser la participation électorale. Après, je trouve ça un peu dommage quand même d'utiliser la sanction électorale pour inciter les citoyens à voter. Et cette défiance, c'est le véritable problème dont vous parlez. L'enquête dont vous parlez du CEVIPOF, qui est très intéressante, elle montre que contrairement à ce qu'on pouvait croire, les maires des communes les plus grandes sont toujours aussi mobilisés pour les élections, pour les prochaines élections. En revanche, ce sont les maires des petites communes qui ne souhaitent pas se représenter. Donc on retrouve en fait, on a environ un maire sur deux qui est favorable à une candidature, à une nouvelle candidature. Mais il y a ce distinguo entre les petites communes et les grandes communes, et les maires des petites communes, pour beaucoup d'entre eux, ne souhaitent plus se représenter. Pour l'instant, on estime qu'il y a à peu près 5000 villes qui n'auront pas de candidats. C'est encore au chiffre de la dernière l'Assemblée des maires de France, là, à Paris, c'était à peu près le chiffre annoncé encore. Les dernières, là, on a une étude, il y a l'étude du CEVIPOF qui montre que c'est un peu mieux que ce qu'ils avaient imaginé, mais je pense qu'en effet, il y aura des communes où ça va être très compliqué, ne serait-ce aussi parce que il y a aussi la loi sur le panachage qui a changé pour les petites communes, il y a la parité qui me paraît pas si simple que ça, mais c'est un véritable frein, malheureusement, mais c'est une réalité, donc on peut pas le nier, et donc ça montre que tous ces petites choses-là font qu'au bout du compte, ça va être très compliqué pour certaines communes d'avoir des élus. Je voulais vous demander justement sur le vote obligatoire, est-ce que vous vouliez rebondir, et peut-être, vous avez évoqué 2 exemples, comment on pourrait mesurer en termes économiques l'impact de cette obligation, et quels peuvent être les facteurs qui expliquent que d'une ville à l'autre, ça fonctionne plus ou moins bien? Mesurer l'impact de l'obligation, il faudrait le mesurer par la mesure de la participation électorale, tout simplement, avant-après la mise en place de la sanction. Je ne sais pas si ça a été fait dans les pays qui ont mis en place ce type de sanction. J'imagine que ça a été mesuré, je ne sais pas du tout. Ça me paraît évident que de mesurer l'évolution de la participation électorale. Après, il y a d'autres facteurs qui interviennent aussi Benoît l'a présenté tout à l'heure, les déterminants de la participation électorale, ils sont nombreux, donc il ne faut pas non plus, pour pouvoir identifier le strict impact d'une modification de la loi sur la participation électorale, parfois c'est très compliqué, parce qu'on a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs confondants, qui viennent
compliquait la démarche de l'estimation. Je ne sais plus quelle était votre autre question. C'est justement quels peuvent être les autres facteurs qui expliquent les différences de résultats entre plusieurs villes, parce que vous disiez qu'il y avait en Suisse, il me semble. Ouais, entre pays, ouais. Entre pays, ouais. La sanction est moindre. La sanction est moindre. En Belgique, à ma connaissance, la sanction est plus élevée. Donc évidemment, selon le montant de la sanction qui est décidé, eh bien évidemment, l'incitation à voter va être différente. J'avais suivi un petit peu l'évolution des scrutins en Belgique, parce que c'est avec ce vote obligatoire, et on s'aperçoit qu'il y a une baisse de la participation, avec une augmentation parce que vous avez des dérogations, quoi, hein, certificats médicaux, et donc il y a une augmentation certaine des excuses pour ne pas aller voter. Alors pas dans des proportions de 20 à 80 quand même, mais on sent bien qu'il y a quand même malgré ça aussi de dire bon, c'est pas la peine, de toute façon, voilà, c'est pas pour nous, quoi. Oui, puis au-delà de la participation électorale, il faut se poser aussi la question de comment on mobilise les citoyens. S'ils sont forcés, ils vont voter, ils votent n'importe comment ou ils ne s'informent pas, ça ne va pas changer la donne. Je vais vous donner une autre image. Je suis responsable d'un master. Les étudiants, ils peuvent venir ou pas. Si on les force à venir avec présence obligatoire, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est pas si simple. Parce que l'idée, c'est de mobiliser les citoyens, c'est pas de les forcer à venir pour voter n'importe comment. Donc là, pour le coup, et ça, je ne sais pas si ça a été évalué en Belgique, mais ça pose des questions aussi de ce point de vue-là. Oui, parce que j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais on parlait de la défiance des citoyens envers les élus et envers les décisions publiques en général. Le fait d'obliger à aller voter, on peut se dire que ça ne va pas forcément améliorer cette défiance des citoyens envers le processus démocratique. Alors justement, plus globalement, quels vont être les outils pour pouvoir rapprocher les citoyens des déciseurs, pardon. On en a parlé tout à l'heure, ouais. Donc les outils dont on dispose aujourd'hui sont, on les a présentés, les budgets participatifs, les conventions citoyennes. Vous avez tous entendu parler de la convention citoyenne sur le climat, les conseils de quartier. Aujourd'hui, ce sont les 3 dispositifs que l'on mobilise dans les villes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas si vous pouvez compléter. Il y en a un qui se développe en ce moment, c'est ce qu'on appelle le fameux référendum d'initiative populaire, le RIP. Et donc, on a fait les rencontres européennes de la participation à Strasbourg, et la ville, l'Eurométropole de Strasbourg a mis en place un système où il faudra vérifier les 2 gaps, les 2 niveaux, mais je pense que si 50 citoyens décident d'interpeller les élus sur un sujet, les élus sont obligés de les recevoir. Et si le 2e palier, s'il y a, je ne sais plus combien, 3000 ou 5000 citoyens qui disent ils sont obligés de le mettre en délibération dans un conseil métropolitain. Et je pense que ça, c'est un sujet que... Par contre, c'est pareil, alors je me suis amusé à interviewer des Strasbourgeois dans la rue le soir en disant mais vous saviez, et personne ne sait, quoi. Donc il y a vraiment ce problème de communication. Il y a des outils, mais les faire savoir, les faire connaître, c'est plus compliqué. Et à Rennes, on a ce système de pétition aussi, avec un seuil qui me paraît un peu trop haut. Il n'y a pas ce double niveau. Pour qu'une pétition soit vraiment regardée en conseil délibéral, je crois que c'est 5 000 ou 10 000. Donc pour l'instant, il n'y a aucune pétition qui n'y arrivait. C'est ce qui me fait dire qu'il faudrait peut-être baisser un peu le niveau pour que, voilà, qu'il y ait cet engouement aussi d'engagement citoyen, en disant, à force, que si on écrit en disant j'ai envie qu'on me parle de ça, puis que jamais on en parle, à un moment donné, on use. C'est l'inverse qui se produit. Donc voilà, donc je pense que le système des 50 à Strasbourg, là, les élus sont obligés de les recevoir. Ça, je trouve que ça a déjà du bon, quoi. Justement, je voulais vous demander aussi, comme vous l'avez dit, votre mandat arrive bientôt à sa fin. Est-ce que vous avez des conseils ou peut-être des recommandations, des pistes d'amélioration pour le CODEF, des choses qui vous semblent encore perfectionnables? Alors, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en place parce que le temps passe vite, de toute façon. On avait notamment l'envie de lancer du débat
parce qu'on est les conseils de développement ont le droit de lancer des débats publics. Mais ça ne se fait pas comme ça, parce que, encore une fois, si on veut avoir une représentativité de l'ensemble de la population et pas n'avoir que des opposants, on n'est pas là pour amener des opposants aux élus. Ce n'est pas le but d'un CODEV. Le but, c'est d'amener des propositions. Et donc ça, on a réussi à faire un débat semi-public, on va dire, sur la méthanisation agricole, où on avait mis en controverse en face, d'un côté, la Chambre d'agriculture, forcément, qui était très favorable, et en face, il y avait Eau et Rivières de Bretagne. Voilà, ils sont tous les deux membres du CODEV, hein, mais n'empêche que voilà, ça montre que, au bout du compte, on avait dit à nos membres, moi, dans mon intro, j'avais dit, je ne suis pas là pour vous dire si je suis pour ou je suis contre. Mon avis n'importe absolument pas. Par contre, ce que je veux, c'est que vous ayez en tête les vraies raisons et les vraies motivations des uns et des autres. Et après, vous faites votre propre choix, comme tout citoyen. Et ça, c'est l'intérêt de notre CODEV, ce genre de débat, c'est qu'on n'est pas là pour dire ça c'est vachement bien, ça c'est vachement moche. Non, c'est d'ouvrir le débat et de faire comprendre aux gens, parce que les médias, voilà, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais j'espère que non, mais quand on voit ce qu'on peut lire dans la presse ou sur les réseaux sociaux, c'est quand même très inquiétant, quoi. C'est loin d'être la vraie vérité d'un territoire. Donc voilà, et c'est ce genre de débat qui peut ramener, en tout cas, l'idée précise de ce qu'est une thématique, un sujet sur un territoire. Donc on a évoqué plusieurs fois le déficit d'information ou l'asymétrie d'information qui peut exister vis-à-vis du citoyen. Et donc comment combler ce manque d'information des citoyens? Alors moi, je ne dis pas qu'il en manque. Je pense que, en tout cas sur la métropole de Rennes, il y a tout. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à aller le voir? Moi, je pense qu'il y a une inadéquation entre peut-être, je ne sais pas, comment on peut intéresser les gens. Parce que Rennes Métropole, vous avez le site internet, vous avez le ICI Rennes, enfin, vous avez énormément de documentation où on parle de toutes les politiques publiques. Mais voilà, après, je pense qu'il y a un élément qui nous fait défaut aujourd'hui, alors j'ai cette chance d'être dans cette génération-là, hein, c'est l'accélération du temps. On n'a plus le temps pour rien, on n'a plus le temps de lire, on n'a plus le temps d'écouter, et donc résultat, on va directement à ce qui nous concerne immédiatement, tout de suite, et pas ce qui pourrait être une vision à 5 ans, à 10 ans. Les politiques publiques, c'est jamais immédiat, hein. Quand on décide de travailler sur un PCAET, on travaille pour 5 ans. Quand on décide de travailler sur une transformation des logements sur la métropole, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est aussi sur 5 à 10 ans. Aujourd'hui, on ne sait plus se projeter. Il y avait encore le commissariat au plan, la DATAR, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Voilà, c'était quand même des éléments où ça permettait d'avoir une vision un peu globale de ce qui existait, de ce qui pouvait exister sur des politiques importantes pour notre pays. Aujourd'hui, non, c'est vite, quoi. Et je pense que c'est ce grand sujet-là qu'il faudrait plutôt remettre en cause, c'est prenons le temps de regarder et de se projeter à 5 ou 10 ans. Oui, alors moi là-dessus, je me pose du coup, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'informations justement? Est-ce que c'est ça, pas ça qui pêche? Ça peut être ça, ouais. Ouais. Et puis j'ai envie de rebondir aussi en disant que peut-être qu'on a une vision peut-être négative de par les taux d'abstention ou de ce que l'on voit, mais je tiens quand même à rappeler que ça marche très bien, nos démocraties représentatives, hein. Ça fonctionne très bien, les services publics fonctionnent. Derrière, je pense qu'il y a un biais de négativité, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez sur les médias, qui vont pointer du doigt les tel ou tel scandale parce que ça vend un petit peu plus. Et in fine, le citoyen, il a l'impression que tout le monde est comme ça, qu'ils sont tous pourris, alors que c'est juste à la marge et que ça fonctionne extrêmement bien. Donc je pense qu'il faut aussi relativiser le problème, et peut-être aussi que si les citoyens ne s'investissent pas plus que ça, c'est que ça marche en fait pas trop mal, et que in fine, je vais les laisser faire parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font en fait, hein. On peut peut-être relativiser aussi de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une partie de vrai. En tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a des citoyens qui se disent oh, moi, je suis très heureux comme ça, je ne vais pas m'en mêler, tout va bien. Moi, la bonne nouvelle sur la démocratie participative, c'est quand on regarde au niveau national aussi, hein, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui ont envie de s'engager dans nos conseils de développement. Si je prends là, on est en plein appel à candidature, ça y est, il est terminé maintenant. Donc là, on a 20 places, comme je vous disais tout à l'heure, on a 20 places pour des citoyens engagés. Jamais
on avait dépassé les 12, 13 membres, voilà, parce qu'après il y avait un turnover, hein, on peut partir parce que ça dure 4 ans, donc forcément il faut tenir dans la durée, mais on était toujours autour de 12-13. Et là, c'est le sujet aujourd'hui du groupe qui va s'occuper de la, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais il va falloir faire une sélection, puisque nous avons eu plus de 40 candidatures de citoyens engagés, et d'après ce que mes troupes me disent, ce sont de très belles candidatures, des gens qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose au territoire. Et donc je me dis, ça y est, il commence à y avoir, même individuellement, un élan intéressant sur la métropole, en tout cas de gens qui ont envie de s'intéresser à là où ils vivent, quoi. Et ça, c'est bon signe. Sur les structures, on est toujours à peu près équivalente, on va être à 55, 60, 65 structures. Donc voilà, ça évolue pas, même si le monde associatif risque d'évoluer, notamment avec la baisse des subventions drastiques qui vont arriver de partout avec les restrictions budgétaires. Donc les associations vont en prendre aussi leur partie. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un renouveau démocratique individuel, parce que là, on est vraiment sur qui me paraît être de bon ton, et je pense que c'est intéressant de voir cet élan qui commence à se faire, quoi. Pour rester dans les bonnes nouvelles, on voit aussi la participation des plus jeunes aux expériences électorales. On voit que dans certaines institutions scolaires, ils ont mis en place des petits budgets participatifs, et dans les collèges et dans les lycées, les jeunes aiment beaucoup l'expérimentation, s'approprient les différentes questions qui sont posées, et donc s'investissent. Donc moi aussi, j'aurais tendance à être un petit peu plus optimiste. En tout cas, le conseil de développement est ouvert, hein. Je le redis. Intéressez-vous au sujet. S'il y en a un qui vous intéresse, ça passe par un mail à notre directrice qui s'appelle Gaëlle Chapon, hein. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas, on a une page LinkedIn aussi. Mais voilà, intéressez-vous à nos travaux. Et nous, on fait intervenir des étudiants, hein. Si on est partenaire depuis 3 ans de la conférence locale du climat, qui aura lieu le 22 mai cette année. On y organise un atelier. Moi, j'ai le droit de faire la plénière d'ouverture, ce qui m'enchante. Mais c'est comme ça fait partie du rôle du président. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur un baromètre climat. Et alors, ce n'est pas vous, mais ce sont des étudiants de Rennes 2 qui ont travaillé, qui ont fait les auditions, les interviews pour le baromètre climat de la coordination de la Convention locale du climat. On a fait la même chose sur le logement étudiant et le logement des jeunes. Là aussi, on a eu un gros succès, puisqu'on avait mis le questionnaire en ligne. On a eu presque 700 réponses de jeunes, hein, donc concernés par ce sujet-là. Je peux vous assurer que les élus ont regardé à 2 fois les réponses de ce questionnaire, parce qu'avoir autant de masse d'informations sur un questionnaire en disant comment vous vivez votre logement aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Peut-être juste une dernière question pour finir la discussion, parce qu'après on aimerait garder un peu de temps pour les questions des étudiants. Du coup, finalement, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, vous pensez que la démocratie participative, elle est plutôt là en soutien pour accompagner la démocratie représentative, qui fonctionnerait finalement pas trop mal, plutôt que pour vraiment remplacer notre démocratie représentative traditionnelle par une démocratie participative? Alors, moi, j'ai envie de réitérer mes propos de tout à l'heure. Le problème de la démocratie participative, c'est que c'est pas forcément toujours représentatif. Ça dépend qui vous mobilisez. Et donc, il faut à tout prix garder cette idée de démocratie représentative. C'est plutôt un complément. Moi, je le vois personnellement comme un complément pour des choses plus fines qui peut-être intéressent plus particulièrement le citoyen. Et puis, les débats d'experts, on peut peut-être les laisser aux élus parce qu'il y a des choses, forcément, on ne va pas mobiliser le citoyen surtout, parce que là, il faudra être surdiplômé ou en tout cas être spécialiste de certaines questions. Et donc moi, je le vois plutôt comme un complément, et j'aurais tendance à ne pas forcément bouleverser notre système démocratique. Je n'ai pas forcément envie, moi, d'être dans une démocratie directe où il faudrait tout le temps être mobilisé pour aller voter avec un carton, comme je l'expliquais tout à l'heure en Suisse. C'est coûteux, donc personnellement, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un complément. Alors moi, je pense qu'il faut surtout que chacun reste à sa place. Voilà, il est hors de question qu'on devienne une démocratie représentative. Sinon, moi, j'abandonne ma casquette et je me présente aux élections.
Je pense que c'est assez simple, comme c'est binaire. Hein. Soit tu fais de la démocratie participative et tu interviens sur ton territoire en termes de propositions, de conseils aux élus, soit on passe de l'autre côté de la barrière et puis on devient élu. Voilà, si on s'intéresse à son territoire, c'est assez facile. Et il ne faut surtout pas changer ces règles-là. Ce qu'il faut par contre améliorer, c'est l'écoute et la relation qui existe entre ces deux membres-là. Si on arrive à faire comprendre aux élus, parce qu'il y a des élus qui en ont peur, hein, très clairement, je connais encore une fois des conseils de développement qui ne fonctionnent pas parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est des opposants. Voilà, c'est la première règle, mais non, c'est pas des opposants, c'est des gens qui peuvent construire avec toi. C'est la co-construction. Et l'autre élément qui me paraît important, et c'est ce que nous, on arrive à faire à Rennes, c'est que souvent, la règle d'office, normalement des conseils de développement ou même des autres organes, c'est de dire on travaille sur une délibération et on donne un avis sur une délibération. Si les élus faisaient comme ceux de Rennes, de dire non, nous, dès qu'on lance une politique de travail sur la révision du plan climat, on demande au CODEF de savoir s'il veut travailler dessus. Et on co-construit pendant 2 ans et demi, le PCAET ou le PLH comme on l'a fait. Forcément, le résultat au bout du compte, il n'est pas le même que juste donner un avis, que, en effet, c'est un avis, ok. Par contre, la dernière chose, parce que je ne pouvais pas faire sans mon couplet de revendication, si vous suivez l'actualité aussi, vous avez vu que discrètement, il y a une commission de l'Assemblée nationale qui a décidé de supprimer les Césaires. Voilà, donc l'échelon supérieur de la démocratie participative au niveau des régions est en train de peut-être jouer sa peau aujourd'hui ou demain, puisque la première commission a validé la fin des Césaires. Voilà, c'est l'échelle de démocratie participative qui a été votée, qui a été créée en même temps que les conseils régionaux en 1982, et on abandonnerait là 40 ans de démocratie participative régionale, ce qui est, vu les documents qui sont travaillés, donc le SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable du territoire, tous les grands documents de développement économique, s'il y a plus la société civile organisée à leur côté, je pense que ça serait un drame et ça serait peut-être le début de se dire on va s'attaquer aux autres échelons. Nous, c'est comme ça qu'on l'envisage. Donc, on s'est tous mobilisés partout en France pour dire ne faites pas ce genre de choses. On n'est pas sûr que l'Assemblée nationale qui va voter aujourd'hui ou demain la décision le fasse, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est fragile. La démocratie est fragile. Il ne faut surtout pas qu'on la perde, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la complémentarité des deux dispositifs participatifs et représentatifs. Je pense que le petit effort que l'on pourrait faire quand même, c'est sur l'information a posteriori des citoyens sur les décisions publiques qui ont été prises. Souvent, les citoyens se sentent mal informés. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté de l'information des citoyens après que la décision publique ait été prise, mieux les informer sur les implications des décisions qui ont été prises, au-delà d'un espèce de camembert qu'on diffuse auprès des citoyens chaque année, dans lequel on leur montre, voilà ce qu'on a dépensé en investissement, voilà ce qu'on a dépensé en fonctionnement. Je pense qu'il faut faire preuve d'un peu plus de pédagogie auprès des citoyens pour leur expliquer les décisions qui ont été prises, pourquoi on les a prises et en quoi ces décisions ont un impact sur leur vie. Donc c'est ainsi, je pense, qu'on les mobilisera un peu mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent s'exprimer ? Bonjour, merci pour cette table ronde. Je me questionnais à partir des travaux qu'il existe sur les cycles électoraux, donc depuis assez longtemps, mais qui ont porté davantage sur notamment l'alternance républicain-démocrate, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des déclinaisons de ce type de travaux, donc des cycles électoraux au niveau des échelons locaux? Et est-ce que les implications seraient les mêmes? Merci. Alors, moi j'ai parlé de ça parce que je connais bien cette littérature. Donc il y a effectivement des travaux français sur les cycles électoraux. Alors, il n'y a même pas besoin d'avoir de travail scientifique trop avancé, parce que vous regardez les dépenses d'équipement
vous regardez une courbe des dépenses d'équipement sur les municipalités françaises, on voit qu'il y a une hausse des dépenses d'équipement avant les années électorales. Et en gros, l'idée, c'est d'inaugurer une salle communale, par exemple, avant les élections, pour montrer qu'on a fait le job, entre guillemets. Il y a ça, il y a les taux de taxes aussi qui évoluent. Vous regardez juste les données, vous regardez, il y a des chiffres que vous pourrez trouver sur Internet en fonction des périodes, des années avant les élections. Vous voyez que les taux de taxes ne sont pas les mêmes, qu'on a tendance, une fois élu, à augmenter les taux de taxes et à l'approche des élections, à les réduire. En tout cas, ça s'applique au cas français sur des variables de ce type-là, des variables financières. Juste pour compléter, au-delà du cycle électoral, il y a aussi des travaux qui s'intéressent à l'impact de la couleur politique sur les décisions fiscales, sur les décisions de dépenses. Alors c'est compliqué dans le cas français, contrairement au cas américain dont vous parliez, parce qu'à l'échelon municipal, en fait, les étiquettes politiques ne sont pas clairement établies. Elles le sont pour les communes de plus de 3500 habitants. Elles le sont elles le sont même parfois pas du tout pour les communes de moins de 3500 habitants, sachant qu'en France, 80% des communes ont moins de 2000 habitants. Donc lorsqu'on veut réaliser des travaux économétriques sur la base des municipalités françaises pour voir si, je ne sais pas, je caricature, hein, les communes de gauche investissent plus que les communes de droite, c'est très complexe parce qu'on a du mal à donner une couleur politique sûre aux municipalités, aux maires des municipalités. Non, je veux simplement vous dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. L'histoire des 2 ans avant la période électorale, les élections, de dire on coupe les rubans, quand vous êtes élu, vous ne voyez pas les choses de la même manière. En fait, quand vous arrivez dans une municipalité, vous avez 2 ans pour comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est les 2 premières années. Et vous pouvez demander aux élus, c'est pas si simple que ça de comprendre, notamment avec les différentes strates PCI, à qui je dois demander, comment je dois m'intéresser à tel ou tel projet. Vous avez 2 ans après pour dire ça y est, maintenant que j'ai compris, je vais mettre en place des projets, et 2 ans pour les construire. Et donc ça fait votre mandat de 6 ans. Et c'est comme ça que la vraie logique des 3 x 2 côté élu, elle se justifie parce que c'est malheureusement le phénomène. Alors après, quand vous êtes au 2e mandat, si vous avez la chance de faire un 2e mandat, en effet, vous gagnez la première phase des 2 premières années et vous pouvez inaugurer plus tôt. Mais autrement, sur un seul mandat, c'est vraiment ça le cycle. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais quand moi je dis ce cycle, il existe, après, il y a plusieurs façons d'interpréter. Et il y a le temps de mettre les projets en place, et effectivement, c'est une des explications aussi avancées. Ce n'est pas forcément un comportement stratégique ou opportuniste, donc merci de l'avoir rappelé. Et puis sur la couleur politique, j'ai un travail qui a été mené sur les dépenses d'action sociale des départements. Est-ce que la gauche dépensait plus que la droite? C'est pour vous montrer la complexité du problème. On trouve, quand on regarde les données brutes, que les départements de gauche dépensent plus par habitant en aide sociale que les départements de droite. Sauf que, attention, ces départements de gauche, s'ils dépensent plus, c'est parce qu'ils ont été élus dans des territoires qui ne sont pas les mêmes que les territoires de droite. Et il y a plus de précarité, par exemple, là où vous avez des sièges à gauche, plutôt que là où vous avez des sièges à droite. Ce qui fait que quand on contrôle, je suis un peu jargonnant, mais quand on tient compte, si vous voulez, de tous ces facteurs qui expliquent aussi pourquoi la gauche et la droite ont été élus, là vous voyez que ces différences, elles se réduisent énormément. Donc c'est aussi une question de territoire, de demande, et on ne peut pas juste comparer un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Ils n'auront pas été élus dans les mêmes circonstances. Voilà. Bonjour, j'ai une question concernant le vote qui s'est tenu à Paris et notamment sur la décision de végétaliser 500 rues et de les rendre piétonnes. Donc sur ce vote, il y a uniquement 4% de participation. Et donc ma question c'est, est-ce que ce faible taux de participation ne remet pas en question ce type de pratique? Et en plus, il y a un autre problème selon moi, c'est que le vote a été ouvert uniquement aux résidents de Paris, sauf que objectivement, il n'y a pas uniquement les Parisiens qui utilisent les rues de Paris. Je ne connais pas cette décision, mais
Moi, je serais un élu, je me poserais des questions. Prendre une décision sur un vote qui a recueilli que 4%. Après, encore une fois, si c'est un peu comme notre fabrique citoyenne, je me dis que est-ce que c'est un problème de communication? Donc avant de prendre une décision, moi, c'est ce que font à Rennes, hein, ils prolongent généralement les campagnes de la fabrique citoyenne, parce que des fois, il y a des sujets qui sont... Il y avait un sujet sur l'urbanisme commercial, qui est quand même pas neutre, hein, il y avait zéro contribution, mais zéro contribution. Et moi, quand j'ai interpellé le vice-président, je lui ai dit, mais... Et donc, résultat, la campagne a été prolongée, parce que on ne peut pas admettre que sur un sujet comme celui-là, même une structure type association des commerçants rennais, peu importe, ne prenne pas une position. Là, rien. Donc là, moi, en tout cas, si je serais élu avec 4%, en tout cas, moi, je prolongerais, je trouverais d'autres solutions pour avoir une validation un peu plus certaine de ce que c'est. Sur le fait d'avoir résident par résident, on a vous entendiez ce matin, c'est à Montpellier, hein, on fait payer les résidents ou pas les résidents. C'est assez surprenant, quoi. À partir du moment où on use, où on utilise le territoire, pour moi, la règle de base devrait que tout le monde soit soumis à la même enseigne, sauf bien sûr avec des raisons sociales de financement, quoi. Autrement, comment voulez-vous faire la différence? Puis c'est compliqué, hein. Bonjour, merci beaucoup pour votre travail. Moi, je voulais simplement avoir votre avis éventuellement. J'ai entendu parler d'une initiative où, globalement, de la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes peuvent être convoqués pour les journées d'appel à la défense et donc passer une après-midi à faire des ateliers, des choses comme ça, pour régler ce problème d'information de la population vis-à-vis de la vie politique de la nation et de sa municipalité. On pourrait potentiellement, en amont des élections qu'on trouve les plus importantes, convoquer les gens, et donc peut-être avec une obligation ou avec une motivation financière ou n'importe quoi, une exonération d'une partie d'impôt ou quelque chose comme ça, pour qu'ils puissent, par exemple, dans une école, dans une mairie, venir se renseigner, et donc qu'ils aient une après-midi ou une journée qui soit dédiée à étudier et à entendre parler de leur vie politique locale ou nationale. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée? Bien sûr, il faudrait le faire du coup d'une manière qui soit totalement impartiale et qui ne favorise pas un parti. Il faudrait que les partis puissent entre eux, ou que les candidats puissent entre eux se répartir un temps de travail, se répartir des matériaux qui seraient mis à disposition. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose de permettre ça? Alors là, je vous dis oui, sans aucun problème. Vous avez en plus un exemple rennais qui existe à Rennes 2. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent la valorisation de l'engagement étudiant. Et donc les étudiants qui s'engagent à travailler à l'ESS Cargo, dans leur structure associative, au bénéfice du quartier, etc., ils ont quelque chose dans leurs UV. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais ils n'ont pas, bien sûr, quelque chose fiscal ou quelque chose de financement, mais en tout cas, par rapport à leurs études, ils ont du temps disponible, je crois qu'ils ont des facilités. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et c'était tellement intéressant, ce modèle de Rennes 2, c'est que nous, à la coordination nationale des conseils de développement, on va regarder ce qu'on peut imaginer sur ce qu'on appelle, nous, l'AVEC, pour l'instant, donc la valorisation de l'engagement citoyen. Parce que là, je pense qu'en effet, il y a des choses à faire. Alors après, on se rapproche du service civique, on se rapproche de ces choses-là, mais sur des opérations ponctuelles, oui, je pense qu'il y a un intérêt. Après, tout le monde ne va pas chercher de l'engagement financier, ou enfin de la rétribution financière, ou de la rétribution fiscale. Donc il faut trouver le bon élément qui permet de dire allez, j'ai envie de donner un coup de main à tel sujet, quoi. Oui. Il existe des pays où la valorisation de ce service civique existe, et notamment chez les plus jeunes. Je pense à l'Écosse. Dès leur plus jeune âge, en fait, les jeunes enfants sont incités à exercer une activité collective du type de celle dont vous parliez, et à les valoriser dans leur cursus. Alors pas de manière financière, mais elle est valorisée par l'obtention de points. Elle leur permet de valider leur année dès les années de collège, en fait. Et les jeunes Écossais sont habitués dès leur plus jeune âge, en fait, à réaliser une activité pour la collectivité, pour un collectif, quel qu'il soit, de leur choix. Donc effectivement, on pourrait mettre en place ce type d'action pour mieux favoriser l'information et
la capacité à mobiliser les plus jeunes dans la décision publique. Ouais. C'est une très bonne idée. Alors moi, j'ai envie de conclure ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression que derrière, l'idée peut-être, ce serait de nudger les gens. Vous savez, maintenant, l'idée, c'est plus d'utiliser les sanctions, mais plutôt des messages, etc. Et dans le graphique que je vous avais montré sur les déterminants de l'abstention, il y avait civic duty, quoi, le devoir civique. Est-ce que l'idée, c'est pas de renforcer ça au niveau scolaire comme c'est déjà fait, mais renforcer ça et peut-être de nudger les gens pour que derrière, il y ait une norme sociale qui évolue et que quand on n'aille pas voter, le coût moral à ne pas aller voter soit plus fort qu'il ne l'est actuellement. En fait, à mon avis, c'est peut-être un outil de politique publique sur lequel on pourrait travailler, qui serait peut-être moins coûteux que de mobiliser les gens. Déjà, organiser les élections, c'est compliqué. Donc, s'il faut en plus organiser une semaine avant des informations, c'est pas forcément simple. Mais peut-être en amont, je pense que c'est un problème plus profond qu'un problème informationnel. C'est un problème aussi de devoir civique. On a de la chance de vivre dans une démocratie. Je pense que les gens ont oublié ce que c'était que cette chance. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais revenir sur l'aspect résident, non résident, parce qu'on a parlé pour tout ce qui est participation citoyenne. Mais est-ce qu'au niveau de l'élection des maires aussi, je trouve que c'est un problème, enfin, c'est une question qu'on peut avoir notamment avec Paris, puisque le maire de Paris ou la mairesse de Paris prend des décisions pour Paris et qui va concerner les résidents, mais aussi toutes les personnes qui viennent travailler à Paris, mais qui habitent en banlieue. Est-ce qu'il y aurait pas... Ce serait pas mieux de pouvoir avoir aussi une participation, pas forcément dans l'élection du maire, mais aussi de toutes les personnes qui viennent travailler et qui sont... Enfin, c'est quand même une population non négligeable de personnes qui viennent à Paris. Je pense que ça serait très compliqué à mettre en place. C'est quoi? Vous venez 10 fois, 50 fois à Paris, une seule fois. Aujourd'hui, le sujet de Paris, c'était dont on parle, c'est les ZFE, hein, puisque alors je sais pas, j'ai même pas suivi la décision de l'Assemblée nationale, savoir s'ils ont renoncé ou pas aux ZFE à Paris et à Lyon, mais voilà, c'est un vrai sujet. Zone à faible émission, hein, c'était pour ceux qui connaissent pas ça a été un sujet à Rennes aussi. Hein. Rennes, ça a été mis en concertation pendant plus d'1 an. Pourquoi à Rennes ça ne bouge pas et qu'il n'y a pas eu en tout cas de vague, parce que vous avez entendu peut-être parler d'un mouvement qui s'est appelé les Gueux. Voilà, il y a un mouvement qui s'est créé autour de ce sujet-là, et parce qu'il y a des villes qui ont décidé d'être beaucoup plus drastiques et très, très directifs et très vite. Alors qu'à Rennes, on a décidé de faire ça de critère 5, critère 4, critère 3, donc descendre tranquillement les critères, en regardant le nombre de véhicules potentiels dans toute la Bretagne qui peuvent venir, et en y mettant 52 dérogations, une par semaine, pour les artisans, tous ceux qui peuvent intervenir. Donc là, aujourd'hui, quand nous on discute avec nos amis parisiens, et nous on se dit, nous il n'y a pas eu de vague en tout cas de protestation, parce qu'il y a une vraie écoute ce que chacun pouvait dire. Moi j'ai besoin de venir avec ma camionnette pour faire des travaux chez un particulier. Voilà, donc après. Paris, c'est compliqué. Hein, vous êtes dans une 10 millions d'habitants, quoi. Et puis tout le monde passe par les mêmes routes. Hein, donc, je ne sais pas s'il y a une solution. On avait créé le jacobinisme à une époque. On n'en est jamais sorti. Tout reste centralisé sur Paris. C'est pas une bonne réponse, je sais bien, mais je pense pas que ça soit jouable. Plus de questions? Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre présence. Merci pour vos questions. C'était vraiment une table ronde très intéressante. Merci.